Bonjour à toutes et tous. Bonjour à ceux qui sont ici à Avignon. Et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne ou qui nous écouteront plus tard. Nous avons un temps consacré à l'électromobilité, les enjeux et le développement à l'échelle locale. Titre un peu abstrait, mais vous verrez qu'il est extrêmement concret et qu'il se pose à chacun d'entre nous qui envisage d'améliorer sa mobilité, qui se pose à chaque décideur qui a à réfléchir au déplacement de ses salariés, de ses équipes, de ses membres pour une association. Et donc c'est un sujet d'actualité. Nous sommes donc ici à l'université et nous sommes accueillis par son président. Merci, je ne vais pas consommer beaucoup de votre temps, mais vraiment, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'université. On est très heureux d'accueillir cette conférence sur l'électromobilité. La question de la mobilité en général, c'est une dimension importante quand même de la politique de l'établissement sur la transition environnementale qui est portée ici, mais je crois qu'elle en dira quelques mots tout à l'heure par notre vice-présidente Céline Bourgeois. C'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations sur plusieurs registres en fait. Sur la recherche d'abord, on est des laboratoires qui travaillent là-dessus. Et puis quand on mesure l'impact environnemental des activités de l'université, que ce soit la recherche, la formation, le fonctionnement de l'établissement, on voit bien que la mobilité en prend une part très importante. Et donc on a une responsabilité. Vis-à-vis de nos étudiants, parce qu'on les forme quand même, donc on prépare l'avenir avec eux, leur avenir, mais notre avenir collectif. Et évidemment, la question de la mobilité est très importante dans tout ça, mais il y a des questions de recherche, il y a des questions de formation. Enfin voilà, sur tous les registres, finalement, la mobilité c'est une question qui revient de façon très récurrente et qui est majeure pour nous dans ce qu'on a engagé dans les années à venir. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Puis je voudrais remercier Atmosud et Enedis pour l'organisation de cette conférence dans l'université. Indépendamment de ce que je viens de vous dire, c'est important aussi que ces sujets-là, on les discute dans l'université. C'est un lieu où on peut parler d'un peu tout. On doit le parler avec les regards de la science. C'est important aussi pour nous de bien comprendre que dans l'université n'est pas un lieu de militantisme, c'est pas un lieu c'est où on vient défendre des convictions. On peut le faire, mais avant tout, on doit éclairer toutes ces questions-là d'un regard qui est celui de la science. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Voilà, merci encore d'être là, d'organiser cette conférence. Et puis, je suis désolé, je ne pourrai pas rester jusqu'au bout de tout ça, mais je crois que vous êtes en de bonnes mains. Merci de nous accueillir. Et puis, vous avez tout de suite dit l'ampleur et le niveau de notre débat. Donc, l'idée, ça vient quand même d'Atmosud, il me semble-t-il, cette idée d'électromobilité. Deux mots, Dominique Robin, pour dire pourquoi et pourquoi ici. Bon, tout d'abord, permettez-moi de remercier le président et la vice-présidente Florence qui se cachent de leur invitation ici en Avignon. Alors, je dirais que c'est plutôt une invitation conjointe et une idée conjointe parce que j'ai été invité au Conseil des parties prenantes d'Enedis, qui est un groupe assez ouvert dans lequel, en fait, Enedis nous propose un peu sa vision, sa prospective, et puis on le challenge. Donc il y a le Grand Avignon, la mairie, je vais y arriver, l'Université d'Avignon, pardon, et puis on a été aussi invité. Et on a eu la chance d'avoir une première présentation de Pierre de Firmas, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui de Paris, qui est grand directeur, je le dis comme ça, parce que franchement, ce qu'il nous a dit nous a paru un peu disruptif. Moi, j'avais jamais entendu ça sur la question de la mobilité électrique, des poids lourds en particulier, je ne vais pas trop déflorer. Et avec Carole Horry, qui est présente ici, qui va se présenter, on s'est dit, mais il faut qu'on puisse le partager. Voilà. Et donc, c'est parti d'une discussion. Carole a dit, banco, on y va. Florence a dit, je vous accueille. Et on se retrouve là ce soir avec près d'une centaine de personnes en ligne. Et puis, vous qui nous faites la gentillesse d'être présents ici dans cette salle. Donc, voilà, très modestement, c'est vraiment une démarche partagée. Merci vraiment encore à tous ceux qui sont à cette initiative. Alors, pourquoi Enedis s'est associé à cette manifestation ? On passait par là. Non, mais effectivement, et puis bon, je vais l'expliquer, mais on est au cœur de cette transition de l'électrification des usages, qu'on le veuille ou non, du fait de notre métier, qui est d'opérer le réseau de distribution publique. Et donc, j'expliquerai pourquoi. On est légèrement concerné par le sujet. Et on a toujours plaisir à partager. Alors il y a un peu de conviction aussi, même s'il y a beaucoup de science, mais je pense que c'est
c'est important dans ces temps où on entend aussi beaucoup de choses, parce que les fake news, on la vit facile en fait. Donc c'est important de prendre le temps aussi avec voilà, un auditoire ici dans cette université, de remettre un petit peu les choses comme elles devraient être en fait. Voilà. Donc en tout cas pour moi c'est important d'avoir cette occasion. Donc merci beaucoup Dominique et vous et Carole d'avoir pris cette initiative et de nous avoir invités. Bien, merci beaucoup. Moi, je suis Christian Potello, je suis journaliste pour le média en ligne Gomet. On est média de territoire sur l'aire métropolitaine marseillaise qui va naturellement jusqu'à Avignon et même au-delà. Et on est très préoccupé, très orienté, passionné par ces questions de transition énergétique, d'impératifs écologiques. Il y a les fake news, mais il y a aussi la difficulté à comprendre. C'est-à-dire que ça devient très compliqué. Quand on voit ce qui est arrivé à nos amis espagnols, et puis que 3-4 jours après, on dit « mais non, on ne sait toujours pas », et que ceux qui prétendent savoir sont ceux qui disent le plus de bêtises, il y a besoin effectivement du temps du savoir, du temps de la technologie, du temps de la science, pour comprendre tous ces phénomènes-là qui demandent de réfléchir un peu. Et merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui nous écoutent, de prendre ce temps pour essayer de comprendre. C'est ce qu'on va essayer de faire, cette électromobilité. Quels sont ses enjeux, quels sont ses développements, comment ça change notre vie et comment derrière, effectivement, il faut qu'il y ait des systèmes qui se mettent en place, des opérateurs qui travaillent et qui travaillent comment pour que ça fonctionne. Voilà, donc merci pour cet accueil. On va commencer tout de suite parce qu'elle a souhaité que ce soit elle qui commence. Céline Bourgeois va prendre le micro. Merci d'avoir accepté que je commence cette conférence. Voilà, et donc vous allez nous présenter, vous, les enjeux de mobilité. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas tout de suite. Vous n'êtes pas Pierre de Firma, ça on avait remarqué. Vous n'êtes pas le Shift Project non plus, mais ça viendra. C'est là. Et voilà. Donc, c'est bon, je peux y aller ? Allez-y. Okay. Merci beaucoup. Donc, à mon tour, à vous remercier d'être tous présents pour cette conférence sur l'électromobilité, la place des mobilités électriques. Moi, je vais vous faire une petite introduction sur la transition environnementale à l'Université d'Avignon. Si ça fonctionne. Voilà. Si c'est bon. La transition environnementale, c'est un enjeu important pour l'université. La vie de l'espèce humaine, elle repose sur des équilibres qui sont fragiles entre plancher social et limites planétaires. Trouver le bon équilibre pour que tout le monde puisse vivre sereinement, ce sont des enjeux qui sont très importants et qu'il faut que tout le monde puisse s'en emparer. Alors, à notre moindre échelle, à l'université, sous l'impulsion du ministère qui nous a demandé de nous engager pour la transition environnementale et d'établir un schéma directeur qui permette d'établir la stratégie de l'établissement et les actions que l'on souhaite mener pour la transition, on y a répondu donc en début 2024 en établissant notre schéma directeur de durabilité. Pour l'établir, donc il y a eu une grande consultation auprès des étudiants, des personnels, pour établir les fiches actions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs pour avoir une université qui respecte au mieux l'environnement et qui prépare au mieux l'avenir. Sous l'impulsion de ce schéma directeur, l'université s'est structurée et donc on a une équipe transition environnementale qui s'est mise en place. Donc Céline Bourgeois, je suis la vice-présidente à la transition et puis je suis accompagnée d'une équipe, notamment Stéphane Sammartino qui est présent aujourd'hui, qui est le chargé de mission mobilité et qui pourra peut-être, si vous en avez, répondre à quelques petites questions plus précises. Donc voilà, il y a une vraie dynamique d'équipe qui a été permise par l'impulsion de la présidence. Donc, je pense, voilà. Merci. Alors, c'est un peu flou. Notre schéma directeur, il est structuré en 4 axes. Le premier axe, c'est le pilotage de la transition. Quels moyens on met, quelle équipe on met en place. Donc ça, c'est dans notre axe 1. Dans notre axe 2, c'est mettre en place des campus éco-responsables. Donc là, c'est où on a le plus d'objectifs et le plus d'actions à développer. Axe 3, c'est accompagner les équipes de recherche dans la transition. Et l'axe 4, c'est la formation. Pour parler des mobilités aujourd'hui, on va se diriger plutôt sur l'axe 2. Je vous ai mis les 3 fiches actions
qui me semble en corrélation avec ce dont on parle aujourd'hui. Donc, réaliser annuellement le bilan carbone et développer une stratégie de réduction des émissions. Donc, on a fait le bilan de nos émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte toutes les activités nécessaires au fonctionnement de l'université. Et avec ce bilan, on s'est rendu compte qu'on avait 43% de nos émissions qui étaient dues au déplacement domicile-travail. Donc ça, c'est très important, enfin, aux déplacements, dont les déplacements domicile-travail qui prennent une part très importante. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, d'activer tous les leviers qui sont possibles pour diminuer notre impact sur l'environnement via les mobilités. Dans les fiches actions, on doit aussi favoriser les mobilités durables et Avignon Université s'engage dans son plan de mobilité, donc qui est en cours de rédaction. Donc les objectifs, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques et participer à la diminution de la congestion des infrastructures de transport sur le territoire. Le plan de mobilité, il est structuré en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est le bilan diagnostique qui a déjà été établi par plusieurs enquêtes réalisées dans l'université. Établir notre stratégie, ça aussi c'est plutôt déjà établi. Et puis là, on est en train de rédiger le plan d'action qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et on aura aussi à déterminer les indicateurs de suivi qui nous permettront d'avoir un plan de mobilité dont on puisse vérifier l'efficacité. Ce travail, il est effectué en partenariat avec l'UMR Espace. Donc, c'est une UMR, unité mixte de recherche, donc avec des enseignants, chercheurs de l'Université d'Avignon de l'équipe Espace. Et on a notamment Antoine Péris qui coordonne avec notre chargé de mission mobilité le plan de mobilité. On a un étudiant stagiaire qui travaille sur la thématique. Et bien sûr, le plan de mobilité, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on travaille avec la ville d'Avignon et avec le Grand Avignon qui nous accompagne aussi, puisqu'on est dépendant dans nos mobilités des infrastructures du territoire. Donc, on n'a pas attendu d'avoir fait notre plan de mobilité pour s'engager sur les mobilités. On a déjà pas mal de choses qui sont en place. Tous les ans, on participe à la Semaine européenne des mobilités. On travaille actuellement sur la mise en place d'abris à vélo sécurisés qui devraient voir le jour, si tout va bien, cette année. Au niveau de favoriser le déplacement en bus sur le territoire, on a la possibilité, on a 2 campus sur l'université, on peut avoir des tickets de bus gratuits pour faire la navette entre les campus. Et puis on a les horaires des bus qui sont affichés sur les écrans dynamiques de l'université pour favoriser les usages et faciliter en tout cas les usages. Le covoiturage, on fait la promotion de l'opérateur qui a été choisi par le Grand Avignon, la ville d'Avignon sur le territoire. Et puis les forfaits mobilité durable, on a une dynamique pour inciter nos personnels à changer de mobilité. Donc on a une centaine de personnels sur 700 qui ont leur forfait de mobilité durable. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la transition environnementale et les mobilités sur Avignon Université. Et puis je vais céder la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, pour qu'on sache où on est, ce qui s'y passe. Alors pour la suite, vous avez vu le programme, nous allons avoir un premier temps qui sera un temps un peu de cadrage que nous verrons avec Enedis et Atmosud qui vont nous donner les grands enjeux. Et puis nous donnerons la parole à des opérateurs, soit des opérateurs industriels, soit des opérateurs territoriaux qui nous diront comment eux, ils appréhendent très concrètement, et pas uniquement dans les schémas et dans les rêves, mais très concrètement sur une ville comme Avignon, comment on gère tout cela. C'est donc Pierre de Firmas qui va commencer, qu'il a le dur challenge en 20 minutes chrono de nous faire partager les enjeux de l'électromobilité. Merci beaucoup. Bon, j'avais 36 slides, mais c'était trop. Donc, je me suis limité à 20, mais c'était encore trop. Donc là, il y en a 10. Mais ce qui est intéressant plutôt, c'est l'accompagnement, hein, et puis après, les questions que ça peut susciter. D'abord, les fondamentaux. Hein. Pourquoi on parle de ça? Tout ça, c'est sûrement très bien connu, mais moi, je pense que c'est toujours très utile de se le rappeler. Les fondamentaux, parce qu'en fait, ils sont très, très têtus. Il y a le réchauffement climatique. Les émissions, c'est un sujet de stock. Et donc, dès qu'on émet du CO2, ça vient aggraver le problème. Donc, il y a urgence à réduire les émissions de CO2.
Il y a plein d'autres urgences, mais celle-là, elle est vraiment urgente. Et donc, pourquoi on parle en particulier du transport ? Le transport, c'est d'une part, si je regarde la France, mais c'est pareil en Europe, le secteur le plus émetteur de CO2. Alors pas de beaucoup, hein, l'industrie est pas loin derrière, mais enfin c'est le secteur le plus émetteur. Et c'est surtout celui qui est le plus facile, entre guillemets, et pourtant on va voir que c'est pas facile, mais c'est quand même le plus facile à décarboner. Il présente un potentiel de levier très important. Donc il faut s'y attaquer. Et on a cette chance-là, c'est que, et donc ici, pour illustrer, j'ai mis ce que moi j'appelle un Mondrian, mais donc qui représente le potentiel justement de décarbonation sur tous les secteurs à 2030 en France. C'est un travail du secrétariat général à la planification écologique, qui est un truc qui existe encore, ça fait partie des trucs qui existent encore, et qui travaille et qui a fait un travail très sérieux pour identifier tout ça. Et je ne sais pas si ça se voit bien, mais entouré en rouge, les deux gros pavés vertical, horizontal, entourés en rouge, c'est les rubriques qui concernent le transport. Donc on voit que sur ce total, l'essentiel devant l'industrie donc, vient de ces leviers sur le secteur du transport. Les fondamentaux, c'est aussi qu'on a, avec l'électricité, une énergie qui, immédiatement, quand elle se substitue à l'énergie fossile, enfin aux sources d'énergie fossile, permet un gain très significatif en émissions de CO2, justement. Donc vous voyez à droite, alors ça dépend du mix énergétique, du mix électrique du pays hein, et de la zone qu'on considère, mais c'est vrai tout le temps. Hein, c'est-à-dire même si on a un mix au charbon, électrique au charbon, on a un très bon rendement d'un moteur électrique, alors qu'on a un rendement d'à peu près 30% d'un moteur thermique. Donc de toute façon, on gagne en rendement énergétique et donc en émissions de CO2. Mais évidemment, c'est particulièrement vrai quand on a un mix électrique lui-même décarboné. Hein. Et c'est le cas, comme vous savez, en France, on peut presque dire qu'il n'est pas complètement décarboné. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vraiment pas loin. Il y a très peu d'émissions de CO2 attachées à la production d'électricité en France. Et en Europe, c'est pas mal non plus. Donc ici, on voit que en prenant ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie en entier, hein, donc y compris la production de la batterie, la production du véhicule, etc., et qu'on compare un véhicule thermique à un véhicule électrique, on a un gain d'à peu près 75% en France, à peu près 65% en Europe, pour un véhicule, alors, en fonction de certaines hypothèses, un véhicule sur 10 ans qui roule 15 000 km, hein, puisque évidemment ça se fait dans le temps. Mais donc le gain, il est là, il est significatif et il est massif. Donc voilà, ça c'est à bien retenir. Après, autre chose aussi que je voulais dire, c'est le dernier bullet point. Je parlais tout à l'heure de fake news et disons plutôt depuis, moi je date ça de la campagne européenne, la dernière campagne européenne, on a un climat de bashing assez généralisé sur tout ce qui touche à la transition écologique. Là on parle transport et véhicules électriques, donc voilà, moi c'est de ça que je parle, mais c'est vrai sur les ENR, etc. Donc il y a une espèce de courant populiste, mais qui trouve vraiment un écho hein, chez les électeurs, hein, comme on l'a vu, pour dire que, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est compliqué, et en fait on aime bien les choses simples. Donc en fait les choses simples, ça donne l'impression d'avoir une explication directement, et donc on a tendance à adhérer aux choses simples. Donc les éoliennes, c'est moche, ça prend de la place, ça tue les oiseaux, enfin chacun trouve sa raison. C'est pas bien. Et puis ça coûte super cher. Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec des éoliennes? Ça, c'est par exemple ce qu'on a vu en Allemagne, typiquement. Le véhicule électrique, qu'est-ce qu'on nous oblige à acheter des véhicules électriques? C'est super cher. Et donc, un petit peu ces refrains qu'on a entendus se sont beaucoup attachés, parce que bon, on n'est pas nécessairement de très bonne foi, au handicap du véhicule électrique. Et le handicap du véhicule électrique, en effet, c'est le coût d'achat. Pour accéder au véhicule électrique, il faut encore aujourd'hui
mettre significativement plus que pour un modèle thermique. Et même si c'est en train de converger à vitesse grand V, comme on le verra, c'est quand même mis en avant. Alors que, quand on regarde le coût complet, au coût d'usage, il n'y a pas photo. Et le coût d'usage, ça arrange aussi la fin du mois. Hein. Donc on devrait en parler plus, on devrait se souvenir et rappeler que, alors je suis toujours en France, mais faire le plein d'un véhicule électrique, c'est 3-4 fois moins cher que le faire avec un véhicule thermique. Pourquoi? Parce que l'électricité, elle est moins chère. Je vous disais, c'est plus efficace. Hein. En gros, dans un litre d'essence, il y a 9 kWh en intensité énergétique. Si on dit qu'il faut 18 kWh, en gros, c'est les hypothèses que moi je prends pour faire rouler un véhicule électrique 100 km, il lui suffit de 2 litres d'essence en équivalent. Hein. 2 litres d'essence. Donc on voit directement l'efficacité. Et puis c'est moins cher au kilowattheure. On peut se recharger à 17 centimes la nuit. Et l'essentiel de la recharge d'un véhicule électrique, c'est à la maison. On pourrait y revenir, parce que je dis l'essentiel. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Donc on a rapidement un différentiel très important de prix, enfin de coût, à l'usage d'un véhicule électrique. Il faut le rappeler. Parce que sinon, on n'entend que, mais oui, mais c'est tellement cher, et puis les ZFE, on nous oblige, parce qu'il y a aussi, mais ça, c'est plutôt Dominique qui viendra sur les questions de santé publique. Moi, je me concentre sur le CO2, mais il y a d'autres avantages aux véhicules électriques qui n'envoient pas de fumée noire dans l'atmosphère. Je me suis dit que j'allais illustrer ces avantages, ça ne marche pas, tangibles pour nous, Enedis. Comme ça, je ne vous raconte pas des sornettes, je vous dis, nous, ce qu'on vit à Enedis. On est très engagé dans le shift à l'électrique de notre flotte. On a à peu près 18 000 véhicules pas encore tous électriques, véhicules légers dans notre flotte et utilitaires légers. Et puis c'est des véhicules d'intervention, donc c'est des véhicules qui sont lourds, qui sont équipés, qui ont des échelles sur le toit, voilà. Donc c'est pas spécialement facile à électrifier. On est déjà à peu près à 40% de taux d'électrification de la flotte. Et petit bilan de 2024 sur 3 aspects, juste pour illustrer ce que j'ai dit avant. On a parcouru, avec cette flotte électrique, hein, qui représente à peu près 40%, en 2024, on a parcouru 62 millions de kilomètres en électrique, avec nos voitures bleues. Si on les avait parcourus en thermique, hein, si on n'avait pas fait cette transformation, on aurait dépensé 5 millions d'euros de plus en carburant, ça c'est ce que je viens d'expliquer avant. On aurait émis 6200 tonnes de CO2 que là, on a évité, pour ceux que ça intéresse encore, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait tout ça, hein, donc 6200 tonnes de CO2 évitées. Et autre avantage opérationnel, ce que nous on a tendance à appeler le temps métal, hein, c'est-à-dire quel est le temps dans une journée pour un collaborateur qui va vraiment passer sur son métier. Hein, le temps métal, ça vient des soudeurs. Donc les soudeurs, il y a le temps qui passe vraiment sur la soudure et puis il y a tout le temps qui passe avant, en administratif, etc. Donc on cherche à maximiser le temps métal. Ben là, on a quand même évité 110 000 passages à la pompe. Parce que le plein de ces véhicules électriques, il se fait en temps masqué sur les sites, la nuit. Et donc, il ne prend pas de temps. Ça paraît bête, mais multiplié par 110 000 fois un quart d'heure, voilà, on a fait le calcul sur l'année 2024, c'est à peu près 10 équivalents temps plein qu'on a gagné en temps de travail efficace. Voilà. Et encore, on a défalqué. Moi, je trouve qu'on fait encore beaucoup trop de recharges, ce qu'on appelle en itinérance, en dehors des sites, pendant la journée, qui sont beaucoup des recharges de réassurance, hein, alors qu'en fait, elles ne sont pas nécessairement indispensables. Et ça va évoluer dans le temps. Les gens apprendront, comme Laurent, qui conduit un véhicule électrique depuis longtemps. Et il ne faut pas très longtemps pour s'y faire, se rendre compte qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir la batterie pleine. C'est comme quand on a un téléphone et qu'on arrive quelque part, on n'est pas toujours obligé de le brancher, en fait. Il a une certaine autonomie et en général, ça suffit pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, je crois que je suis trop long, donc j'évite le regard de Christian, je continue. Alors, la mobilité électrique, alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi c'est Enedis qui nous raconte ça?
C'est quand même pas des spécialistes des voitures, etc. Bah donc, comme je le disais un peu en introduction, nous, notre mission, c'est d'opérer le réseau de distribution publique. Et ce réseau de distribution publique, c'est le carrefour entre le secteur du transport qui va s'électrifier, qui va devoir se brancher à l'électricité, et le système électrique lui-même. Donc, ça matérialise cette rencontre. Et cette rencontre, bah, c'est la belle aventure de l'électrification du transport. Et quand on regarde en termes d'énergie, de quantité d'énergie, ce que ça représente, c'est tout simplement l'usage de l'électricité qui va représenter la plus grosse part de la croissance de la consommation d'électricité dans les années qui viennent. Vous voyez à peu près la moitié, là, c'est le scénario de référence d'RTE. Tout ça va changer parce qu'on va refaire des scénarios, etc. Mais enfin, en ordre de grandeur, sur 140 TWh, un peu plus de la moitié, ça viendra de l'électrification du transport d'ici 2035. Quand on prolonge à 2050, c'est exactement les mêmes tendances. Et alors, quand nous, on regarde au niveau de la distribution, j'allais dire c'est encore pire, parce que comme il y a toute une partie ici, l'électrification de l'industrie, ça va souvent concerner des raccordements directement au réseau de transport à très haute tension. Donc nous, à la distrib, on ne les verra pas. Et nous, notre petit réseau, qui fait quand même 1,4 million de kilomètres, petit réseau de distribution publique, qui s'arrête à la moyenne tension, eh bien, l'essentiel, mais vraiment 90% de l'augmentation de la conso, c'est lié au développement de la mobilité électrique. Donc c'est une affaire qui nous concerne beaucoup et pour laquelle on a choisi d'être proactif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attendre derrière nos guichets ou nos bureaux que les gens lèvent le doigt pour demander un nouveau raccordement. On a essayé d'anticiper tout ça et de faire face à ce qui est en fait un des deux grands défis industriels du réseau de distribution public. Le second étant, ou le premier, enfin ils sont à peu près à égalité, le raccordement des ENR, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, les éoliennes qui tuent les oiseaux et tout ça, mais qui font de l'énergie et de l'énergie renouvelable, comme le solaire. Voilà, alors, ok, il nous dit ça, mais en fait, on entend que en fait, tout s'écroule, que ça ne marche pas du tout, que les constructeurs n'arrivent pas à vendre leurs voitures, et qu'en fait, le système, il n'est pas si convaincant que ça. Donc là aussi, il faut un peu, je dirais, relativiser ce qu'on entend. Il y avait plein de façons de traiter ce sujet. Moi, j'ai choisi de regarder la part de marché. La part de marché qui... donc, vous voyez en haut à droite, le petit zoom, c'est la part de marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les ventes. Donc, c'est sur le flux des ventes. Il y a à peu près 1,7 million, 1,8 million de ventes chaque année de nouveaux véhicules en France, le marché du neuf, ce qu'on appelle. Ben là-dedans, les véhicules électriques prennent une certaine part de marché. Et vous voyez, jusqu'en 2023, poum, poum, ça a augmenté de façon significative chaque année. On avait une progression. Et en 2024, je vous parlais de la campagne européenne fin 2023, ben en 2024, ça s'est tassé. C'est-à-dire que, alors c'est encore très honorable comme part de marché, une voiture sur 4 particulière qui se vend en France, elle est full élec à 3/4 ou alors hybride rechargeable. C'est pas mal. Il s'en vend. Et on va voir que dans votre région, il s'en vend plutôt plus qu'ailleurs en plus. Donc, ça continue à bien progresser. Mais par contre, cette part de marché, elle a stagné en 2024, d'où les interrogations des constructeurs. Et vous avez entendu aussi la remise en cause des réglementations jugées un peu trop dures, etc. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que nous, il faut quand même qu'on prépare la suite. Il faut qu'on anticipe ce qui va se passer, etc. Donc, c'est très important qu'on ait un scénario de référence pour caler nos travaux, nos anticipations. Et ben, nous, on se dit, pour l'instant, on garde la même référence. Et la référence d'Enedis, on n'est pas spécialement originaux. On prend ce qu'il y a. En fait, on prend la référence que se donne le pays. Et le pays, il s'est donné des trajectoires d'électrification du parc. Il s'est donné
aussi avec la filière automobile, donc les constructeurs d'auto et de poids lourds, ils ont signé un contrat stratégique de filière. C'était en mai 2024, c'est quand même pas il y a une éternité. Depuis, il y a pas mal de gouvernements qui sont passés, c'est vrai, mais les fondamentaux, là encore, ils restent là. Et cette filière automobile, elle a investi massivement dans l'électrique. Et donc, une chose est sûre, là je parlais un peu de conviction, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les voitures, elles vont être électriques demain. Toutes. Alors le tout, mais demain, c'est quand? Voilà, donc demain, c'est quand? Mais sinon, et donc nous, dans nos hypothèses, là, on les reverra peut-être à la baisse d'ici quelques temps parce que l'année 2024 a montré un tassement. Mais comme on avait plutôt une année d'avance sur cette trajectoire, pour l'instant, on garde ça. Ça fait 18 millions de véhicules électriques en 2035, ça vous pouvez garder ça en tête. 18 millions de véhicules électriques en 2035, à peu près 40% du parc, ça correspond à peu près à 40% du parc total. Il y a 44 millions de véhicules qui roulent en France. Voilà, nous, c'est les trajectoires qui sont cohérentes avec celles du secrétaire général dont j'ai parlé à la planification écologique. Voilà, donc pour le moment, on reste là-dessus et j'essaye de passer la page d'après. Tu disais, Dominique, la mobilité lourde aussi. Ben ouais, la mobilité lourde aussi. Donc ça, c'est un peu moins connu. Il y a eu un moment d'hésitation sur la filière technologique. Et fut un temps, il était question d'utiliser aussi pas mal de biogaz, en tout cas en transition, de construire aussi des bus et des camions à hydrogène. On a entendu tout ça. Exit l'hydrogène. Retenez ça, l'hydrogène, ça ne va pas faire lourd dans les volumes pour le transport. On aura besoin d'hydrogène vert pour décarboner des processus industriels, mais les constructeurs, et nous on les voit tous, je vous dirai après pourquoi, on était chez MAN encore il y a 2 jours, on a signé une convention avec eux, je vous dirai aussi pourquoi, ils font tous des camions électriques jusqu'aux 44 tonnes, des camions à batterie, et ils ont pris cette direction. Et pourquoi? Parce que, y compris sur la longue distance, ils ont identifié, avec les transporteurs, hein, ils ont identifié un business case qui fonctionne, où du moment que l'autonomie du camion permet de rouler pendant les 4h30 réglementaires avant lesquelles on doit prendre une pause, eh ben, ça fonctionne. Et donc, la filière industrielle, que ce soit côté constructeur ou côté recharge, s'est mis en ordre de bataille pour construire ces camions. Ils le font tous. Et mettre au point, on voit là-haut, c'est pas magawatt, mais c'est Megawatt Charging System, donc le MCS, un standard de recharge qui va jusqu'à 1 mégawatt, qui permet de recharger les poids lourds. Et nous, on voit déjà, alors pourquoi nous, hein, à nouveau? Je vous le disais, notre réseau, nous, voilà, on a la chance de tout voir, parce qu'on n'est pas présent absolument sur 100% du territoire, mais sur 95% du territoire, et donc c'est à nous qu'on s'adresse pour demander un nouveau raccordement, pour alimenter des stations de recharge, etc. Donc on les voit. Et on voit qu'il y a déjà 30 stations de recharge poids lourds, dédiées poids lourds en France. Et nous, on a dans nos affaires en cours, hein, ce qu'on appelle 150 demandes, donc qui sont à des stades divers. Donc c'est parti. Et il y a des acteurs de la recharge poids lourd qui sont lancés. Une poignée de minutes avec une poignée de slides. Donc là, pas la peine de lire ce qu'il y a écrit. Il vous suffit de regarder la tendance. Donc un des défis dont je vous parlais, pour nous Enedis, c'est l'activité nouvelle que génère cette affaire-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les demandes de raccordement. Donc c'est des gens qui nous disent « moi, j'aurais besoin de tant de puissance à tel endroit ». Et là, le travail commence. On fait l'étude réseau, etc. Et puis après, ça se termine par les travaux et on raccorde la puissance. Alors, au début, il n'y en avait que quelques-uns qui nous posaient ce genre de questions. C'était Tesla, hein, voilà, typiquement. Mais regardez, là, on n'arrive plus à faire tenir les logos sur une seule slide des acteurs qu'on appelle, nous, des grands comptes, qui nous demandent, qui nous font des demandes de raccordement sur tout le territoire, parce que McDo, Carrefour, etc., sur leur parking, ils sont tous en train de déployer un plan de déploiement d'infrastructures de recharge. Donc,
ça nous donne beaucoup de travail. Et puis, un autre aspect de notre travail, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'anticipation. J'ai pris l'exemple des autoroutes et je vous renvoie à une étude qu'on a publiée. Sachez qu'on publie plein de choses sur la mobilité électrique. Ce n'est pas très connu, mais vous allez sur enedis.fr, vous trouverez plein de choses sur la mobilité électrique. Je ferme la parenthèse. On a fait cette étude, donc on a modélisé le trafic. On a déployé des scénarios d'électrification du transport, et tout ça pour identifier sur chaque aire de service d'autoroute de combien de mégawatts on aurait besoin en 2035. C'est très important parce que ça nous permet, le sachant à l'avance, d'identifier le type de travaux qu'il faudra faire. Il y a des endroits où la puissance est disponible, il y en a d'autres, comme à Montélimar, pas très loin d'ici, où à un moment ça va coincer. Et il va falloir faire un nouveau poste source pour alimenter les stations-service électriques. Autant le savoir à l'avance parce que ça prend 5 ans et que ça coûte assez cher. Donc voilà la raison pour laquelle on fait ce genre d'études, et ça nous permet aussi de quantifier le montant d'investissement auquel ça correspond. Et puis, voilà, alors on ne l'a pas fait tout seul, hein, on l'a fait avec des constructeurs poids lourds. Là, justement, on avait intégré poids lourds. Et c'est aussi très important, on parlait de science tout à l'heure, il y a un avant et un après une étude comme ça. Avant qu'elle sorte, il y a des gens qui disent « mais les poids lourds, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, vous imaginez ». Et effectivement, on se dit, merde, c'est vrai qu'il faudrait quand même regarder. Et on regarde, et on fait le truc précisément, et à la fin, on a des réponses à ces questions. On voit que le système électrique, il pourra tout à fait suivre, en énergie, en pic de puissance. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles que nous, on avait déjà anticipées, mais voilà, c'est que les camions, ils ne vont pas avoir besoin d'électricité au même moment que les voitures, donc c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Donc quand j'aurai dimensionné Montélimar pour le pic, le chassé-croisé du mois d'août, pour les voitures particulières, j'aurai assez de puissance pour faire face au pic que me demanderont les poids lourds sur la même aire de service, mais à un autre moment. Ça sera en semaine, l'hiver, voilà. Bon, bref, donc exemple de travaux d'études qu'on conduit. Et puis le dernier, je crois que c'est le truc sur lequel je voulais finir, si je peux encore, c'est attirer votre attention sur un élément très intéressant de cet usage de l'électricité qui est la mobilité électrique, disons l'usage de recharge, c'est qu'il est pilotable. Bon, c'est un mot un peu savant pour le coup, mais en fait c'est une chose simple, c'est que comme pour le ballon d'eau chaude, on a du temps. On peut largement décider quand on va recharger. Pas toujours. Quand je parlais tout à l'heure de l'autoroute, je m'arrête, ma batterie est vide, il faut que je la remplisse, maintenant, tout de suite. Mais dans 80-90% des cas, la recharge, on n'est pas pressé. Il faut juste que demain matin, quand je prends ma voiture, j'ai assez d'autonomie. Donc j'ai toute la nuit devant moi, entre guillemets. Et donc, l'essentiel de cet usage, ça se passe pendant le sommeil des voitures, pendant le sommeil des camions aussi, au dépôt. Ça fournit un grand degré de liberté pour placer cette consommation d'énergie dans ce nous on appelle les heures creuses. Hein. C'est-à-dire au moment où, au niveau national, il y a très peu d'autres usages de l'électricité qui appellent de la puissance. Et donc, et c'est ce qu'on recherche dans le système électrique. Et vous voyez, 10 gigawatts, c'est quand même 10 réacteurs nucléaires en parallèle. Si on peut les économiser, vous avouerez que ce serait dommage de se priver. Et pour ça, c'est assez simple. Il faut qu'on arrive à la situation dans laquelle on est avec les ballons d'eau chaude. Les ballons d'eau chaude, on n'y pense même plus, mais on en a 11 millions en France. Et ils chauffent la nuit, pendant les heures creuses. Ben ça, en fait, c'est un super bénéfice pour le système électrique. Il faudrait juste que, pour les bornes de recharge, une borne de recharge, c'est à peu près 3 ballons d'eau chaude en puissance, en moyenne. Hein. Donc, quand on en aura 18 millions en 2035, moi, j'aimerais bien qu'on ait fait notre boulot et qu'on soit assuré que ces recharges, elles se passent la nuit. Donc voilà, ça c'est un enjeu aussi majeur, parce que justement, pour que cette électricité supplémentaire, cet usage nouveau soit bien intégré dans le système électrique et à moindre coût, eh ben, il y a quelques gestes à faire. Et c'est maintenant qu'elles s'installent, les bornes. Il y en a déjà 2,5 millions des points de charge sur le territoire français. Et ça a fait que monter. Donc c'est maintenant qu'il faut... alors je vois
tu vas intervenir là tout à l'heure pour Ortec, et il y a aussi tout à fait d'autres domaines de recharge qu'à la maison. Il y a la recharge accessible au public, mais c'est tous les acteurs dont j'ai montré les logos tout à l'heure. Bon, et vous alors, là-dedans, dans tout ça, vous n'êtes pas si mal. Vous n'êtes pas si mal, parce que quand on regarde la région PACA, on est bien en région PACA ici. Ouais. Quand on regarde la région PACA, vous êtes nettement au-dessus de la moyenne nationale. Ça aussi, tout ça disponible jusqu'à la maille départementale sur enedis.fr, sur l'Open Data Enedis, j'ai une petite page à la fin. Voilà, 348 points de charge accessibles au public pour 100 000 habitants. C'est une métrique comme une autre. C'est quand même 37% au-dessus de la moyenne nationale, 254. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut vous asseoir sur vos lauriers, hein. On n'est qu'au début de la route, mais en tout cas, il y a une bonne amorce ici. C'est aussi lié à la CSP, hein, faut pas se raconter d'histoire. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont vendus, mais c'est aussi lié à la politique régionale. Je sais pas au tourisme aussi peut-être. Oui, au tourisme. On a une population qui double en été au moins. Oui, mais là je pense que c'est les habitants de résidence principale. Mais non, il y a aussi un autre élément, c'est que il y avait, je ne sais pas si elle est toujours en vigueur, il y avait une politique très... non, on me fait signe que non. Mais enfin, il y avait une prime très significative qui s'ajoutait au bonus, 5 000 €. Et bon, si on n'avait pas arrêté, peut-être que tout le monde aurait une Tesla à Marseille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça avait donné une bonne impulsion. Voilà. Et je termine avec, c'est pas de la pub, mais c'est parce que nous, notre stratégie, c'est, on a une mission de service public. On a une situation aussi privilégiée, je vous l'ai dit. On voit tout sur 95% du territoire. Mais notre réflexe, c'est pas du tout de garder ça jalousement. Ce défi-là, il est collectif. Et donc nous, notre parti pris, c'est tout ce qu'on a, toutes les données dont on dispose sur la mobilité électrique. Si ça peut aider ce qu'on appelle l'écosystème, de le mettre sur la table, de le mettre en partage à tout le monde, donc on met le plus possible de choses en open data, et on le fait. Et comme ça, ça aide. Typiquement, l'étude autoroute, je vous disais, c'est intéressant hein, pour Vinci Autoroute, pour la SANEF, pour les CPO, Total Energy, etc. C'est peut-être des hypothèses d'Enedis qui peuvent être challengées, mais en tout cas, c'est un travail sérieux. Ils ont d'ailleurs contribué. Et donc, ça les aide aussi à prévoir leur plan de charge sur l'avenir. Voilà, bon, je m'arrête là. Il faut m'arrêter parce que sinon... Merci Pierre Mas d'avoir fait la pédagogie de tout ce système complexe. Et de nous avoir fait rentrer dans les coulisses de ce que l'on voit. Nous, on voit des prises, on voit des véhicules. Il se passe quand même beaucoup de choses derrière. Et on l'a vu. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, pendant que Dominique Robin vient s'installer, met son slide en place, est-ce qu'il y a une ou deux questions techniques de compréhension de ce qui a été dit que vous voudriez poser? On reviendra sur les grands débats après, mais si vous avez des questions comme ça, on peut la prendre maintenant, si vous avez envie. Oui, allez-y. Oui, il y a une ou deux startups de la région qui sont sur ces sujets-là. Oui, c'est un bon point. Donc, j'ai parlé parce qu'on m'a pressé aussi. Oui, mais sinon, j'avais une slide hein, sur le V2G, hein, le Vehicle to Grid, qui est un peu l'étape ultime de ce qu'on peut faire de l'énergie qui est stockée dans la batterie. Et on peut effectivement l'utiliser, cette batterie, comme un tampon pour absorber de la production. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que vous avez peut-être suivi qu'il va y avoir une réforme. J'ai beaucoup parlé d'heures creuses. Et dans ce que je disais, je sous-entendais beaucoup la nuit. Mais en fait, il va y avoir une réforme des heures creuses pour intégrer aussi des heures creuses méridiennes, justement pour essayer d'inciter à ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire favoriser de la consommation qui peut tout à fait être de la recharge de véhicules électriques, de la consommation aux heures où on a de la production abondante, pas chère, voire même gratuite. Et donc, c'est les heures méridiennes, là. Effectivement, donc les batteries peuvent servir à ça. Tout à fait. Une autre question avant que Dominique Robin prenne la parole?
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est des technologies qui pourront, certains acteurs comme Vinci par exemple, continuent à croire à l'autoroute électrique, hein, ce qu'on appelle le RS, donc c'est-à-dire ce qu'ils appellent la recharge dynamique, où le camion pourrait se recharger en roulant, soit avec un caténaire effectivement, soit sur un rail, etc. Nous, on est un peu plus circonspect là-dessus parce que d'abord, ça n'économise pas la batterie. Il faut quand même qu'il y ait une batterie. L'idée, c'était pour limiter les capacités de batterie dans les camions, gagner du poids et tout ça. Par contre, c'est des investissements absolument colossaux sur le réseau routier, hein, sur le réseau électrique. Si c'est de l'induction, c'est tout enterré. Voilà, donc l'induction, ça a des... Mais ils ont tous des défauts. Hein. Les caténaires, d'un point de vue sécurité, météo et tout ça, c'est pas simple non plus. Donc voilà, nous, ça existe. Moi, je pense que ça restera assez marginal sur certains tronçons. Mais en effet, c'est une technologie qui existe. Merci beaucoup. Dominique Robin. Bien, bonsoir à tous à nouveau. Difficile de passer après Pierre, après cet exposé excellent. J'en profite pour dire qu'à distance, vous pouvez également poser des questions. Hein. On a le chat, on pourra les relayer évidemment. Bien, alors moi j'ai quelques minutes, beaucoup moins que Pierre, pour vous présenter un peu le questionnement finalement de ce basculement sur la mobilité électrique qui a été présenté à l'instant. En venant évidemment sur le territoire, on a ici des représentants d'Avignon, du Grand Avignon. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire du trafic, hein, quand on regarde finalement cette mobilité, on a vu que ça se tassait un petit peu en 2024 pour les ventes de véhicules hybrides et électriques. Qu'est-ce qu'il en est de notre mobilité particulière et puis des poids lourds? Donc ce qu'on voit évidemment, c'est la situation de 2020 un petit peu singulière et on voit qu'on n'arrive pas tout à fait à retrouver le niveau de mobilité ou en tout cas de trafic de 2019. Donc ça c'est quand même un enseignement parce que on attendait un rebond plus fort. Donc vous voyez quand même que la question des alternatives qui n'a pas été beaucoup abordée aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur la mobilité électrique, mais c'est aussi un point important. Hein. Est-ce qu'on se déplace moins? Oui, sans doute. En particulier avec le télétravail, hein, qui est quand même un des sujets qui s'est invité dans notre vie quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Et donc vous voyez que ça se traduit assez bien dans le Grand Avignon, en l'occurrence ici, puisqu'on a les chiffres 2023. Alors, Pierre l'a dit, on a vu le bénéfice pour le carbone, et je crois que c'est important de l'avoir dit aussi clairement, parce que tu parlais des fake news, et puis après tu nous as parlé de Tesla, petite pirouette assez agile autour de ta présentation, mais sur le bilan carbone aujourd'hui, on a une certitude, c'est un bilan positif. On pourrait le moduler un peu parce qu'on sait que c'est à l'usage, tu l'as dit, et puis si on a tendance à acheter tous des très gros 4x4 électriques, bon, il faut un peu plus de temps pour que le bilan soit positif. Hein, voilà, on peut aussi questionner cette question. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les autres polluants, vous en avez deux ici un peu phares, on a des bénéfices évidemment immédiats, et je le montrerai ensuite. Quelle est la trajectoire d'abord par rapport au trafic qu'on a vu précédemment? On voit que la situation elle s'améliore. Ça c'est un point qu'on rappelle rarement, mais en fait la situation de l'air dans nos territoires s'améliore et on voit que pour les oxydes d'azote, qui sont vraiment les combustions, on voyait que c'est assez franc. Hein, on voit évidemment l'accident de 2020, mais on a finalement pas beaucoup réaugmenté après cette année-là. Et puis on voit à peu près la même trajectoire sur les particules fines. Et ça me permet de vous montrer en haut que ce qui sort d'un véhicule, c'est à la fois ce qui sort du pot d'échappement. Inutile de vous rappeler que quand on arrête d'utiliser le côté thermique, en fait à l'échappement évidemment il ne sort plus rien. Mais je vais essayer de m'employer à vous expliquer un petit peu quelles sont les questions qu'on se pose de façon très résiduelle concernant finalement les autres émissions, l'usure de la chaussée, les freins et les pneus. Alors, si on fait une focale quand même sur le Grand Avignon qui est ici, qu'on reste sur les polluants un petit peu habituels, ici le dioxyde d'azote, vous avez une image à gauche de la situation, donc vous voyez qu'on a des différences de couleurs, elles expriment au fond des différentes concentrations, hein, donc ça c'est une production d'Atmosud tous les ans, de la même façon qu'Enedis, tout est ouvert, hein, donc c'est en ligne, les études également, et vous voyez qu'on voit des surconcentrations, en particulier dans les centres-villes. C'est le cas ici très classiquement avec Avignon. On a un double effet, à la fois l'attractivité, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de voitures,
À part évidemment ici dans les remparts, hein, où on peut saluer, et je sais qu'à l'extérieur il y a eu beaucoup de choses de faites par la ville d'Avignon pour transformer la mobilité, mais bon, ça reste une réalité. Vous voyez que c'est pas aussi vert finalement qu'à la campagne. Et puis on va sortir également les autoroutes. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans la présentation que j'avais pu voir de Pierre la première fois, c'est cette idée de transformation finalement de la mobilité lourde et des poids lourds. Et on voit que les autoroutes, ça pèse beaucoup. Quand on regarde sur le territoire du Grand Avignon, je vous avais donné quelques chiffres, c'est 28% des oxydes d'azote sur l'ensemble du territoire de la mobilité et 24% des gaz à effet de serre. Donc, cette question de la transformation, elle n'est pas du tout secondaire, y compris pour un territoire comme celui-là. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle l'exposition des populations. En gros, c'est un terme un peu trivial pour donner le niveau d'exposition à des seuils. Alors ici, vous avez deux seuils principaux. Le plus foncé en bas, c'est la valeur limite qu'il faudra respecter en 2030. Vous voyez qu'en fait, quand on regarde la situation à 2022, on la respecte quasiment sur le territoire du Grand Avignon. Alors c'est un polluant, j'aurais pu vous traiter les particules fines, c'est pas tout à fait aussi simple, mais celui-ci c'est vraiment la mobilité. Donc vous voyez que sur ce territoire, beaucoup a été fait. Si j'analysais d'autres grandes villes comme Avignon, comme Nice, ou Marseille, je peux vous dire que la situation n'est pas tout à fait aussi favorable. Et puis le bleu un peu plus clair, c'est les lignes directrices de l'OMS. Vous voyez qu'en fait, quand on prend l'OMS, c'est encore quasiment toute la population qui est concernée. L'objectif c'est 2050. Encore un petit peu de temps, mais tout ça pour vous dire que on a des progrès sur le territoire, on respectera les limites de l'Europe, mais vous voyez que sur le plan sanitaire, on a encore un petit peu de travail à faire. Alors, si on s'intéresse, ici, je ne vais pas rentrer beaucoup trop dans le détail, toujours au transport, vous voyez que sur les oxydes d'azote, qui est la première ligne, majoritairement, on retrouve évidemment les fameux véhicules thermiques routiers. Hein, petite parenthèse, si on regardait Marseille, on a quasiment un équilibre maintenant entre le routier et le maritime. Bon, ici, c'est vraiment la voiture et les poids lourds qui l'emportent. Sur ce routier, c'est majoritairement ce qui reste en véhicule diesel. 97% des véhicules diesel émettent les 60 quasiment % ici d'oxyde d'azote sur le territoire. Vous voyez que ça, c'est un sujet quand même sur lequel on a beaucoup de clarté. Et puis quand on s'intéresse aux particules fines, je vais vous montrer deux indicateurs, vous voyez que c'est un peu plus subtil, et on voit qu'on a 42% de ces particules qui viennent de la resuspension. Ah ouais, un véhicule, ça passe. Bon, mais là, le véhicule électrique, il est inutile de vous dire qu'il va jouer aussi son rôle. On a 31% d'usure et 26% à l'échappement. Donc l'échappement avec l'électrique, on l'efface, et je vais vous parler un petit peu de la question de l'usure. Pour les véhicules électriques, on a une singularité, c'est qu'on a un système de freinage qui est assisté avec un système qui est dit régénératif. En fait, c'est un moteur électrique qui va récupérer de l'énergie. Et ça, c'est une chance assez inouïe, parce que si on le compare à une plaquette de frein assez classique, une plaquette de frein sur un véhicule thermique, en fait, c'est un truc qui chauffe, et on va dissiper l'énergie. On va voir que ça a un rôle sur les ultra-fines, ça c'est vraiment pour les puristes, mais on va le regarder de plus près. En fait, sur le véhicule électrique, on a une chance inouïe, c'est que ce système de régénération de l'énergie pour refabriquer l'électricité, en fait, il va permettre d'avoir moins de systèmes de frottement et chauffer un peu moins fort. Donc on a moins d'émissions de particules. Donc ce que je vous donne ici sur la question de l'usure, c'est tout véhicule confondu, mais quand on va rentrer un petit peu dans le détail, les véhicules électriques vont apporter un gain qui est important. Alors, je vous parle des particules et des particules ultra fines. Tout petit point de détail, ça vous permettra de comprendre ce que je vous raconterai après. Les particules fines, c'est le standard mondial qu'on utilise depuis 30 ans. Ce sont des particules qui vont jusqu'à 2,5 microns. Ça, c'est le standard qu'on utilise à peu près tous. Et vous voyez qu'en fait, ça rentre dans l'arbre bronchique. D'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'on a considéré pendant très longtemps que la question de la pollution atmosphérique, c'était d'abord la question pulmonaire. Aujourd'hui, les pneumologues nous disent non, en fait, le poumon, c'est 20% des problèmes de santé. 80% qui restent, c'est parce qu'une partie de ces particules et des gaz rentrent dans la circulation sanguine. Et donc là, on voit qu'on a des impacts qui touchent l'ensemble du corps humain, système cardiovasculaire, ça s'est documenté depuis longtemps, mais les travaux aujourd'hui portent notamment sur les problèmes de maladies dégénératives, donc sur aussi des impacts cognitifs. Vous voyez qu'on est sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes, en quelque sorte, que la question des simples particules fines. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du véhicule électrique ? Moins de particules fines et moins de particules ultra fines. On l'a vu sur la question du freinage, ça c'est assez net. On a un petit bémol ici, pardon, je reviens après, sur la question de l'usure des pneus. Alors l'usure des pneus, pendant longtemps, nous on a dit, oui, les pneus c'est quand même des grosses particules, on arrache un peu de caoutchouc, il y a des adjuvants, les pneus sont de plus en plus techniques.
Quand on regarde les dernières publications sur le sujet, on se rend compte que c'est pas du tout négligeable, y compris au niveau des ultra fines, hein, les fameuses qui vont peut-être se balader dans votre cerveau. Et là, la question du poids des véhicules s'invite quand même dans le débat. C'est vrai qu'on a tendance à prendre des véhicules qui sont de plus en plus sécurisés. Il y a un petit débat sur les normes d'ailleurs à l'invitation des constructeurs automobiles aujourd'hui pour dire on voudrait vendre des véhicules avec un peu moins de normes. C'est vrai qu'une des contraintes pour le véhicule électrique, c'est quand même le poids des batteries. Et donc on a des comparaisons, je n'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, mais en gros les gros véhicules avec beaucoup d'autonomie, eux, ont tendance à être un peu plus lourds et donc surémettent en termes de particules et en termes d'ultrafines, ça a été bien documenté. Je vais passer très rapidement. Donc sur les gaz à effet de serre, je passe ces slides. On a une projection quand même en matière de véhicules électriques sur le territoire. Donc vous voyez ce que ça représente. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus de 7% pour la trajectoire, avec des objectifs quand même à 2030 qui sont relativement importants. Alors ça, c'est le parc roulant. Quand tu parlais de 100%, c'est évidemment les véhicules vendus. 2035, tout le monde l'a en tête. Vous voyez quand même dans les projections aujourd'hui, ce qui est donné, c'est autour de 30% du parc roulant qui devrait être électrique ou au GNV. J'ai deux dernières petites slides pour vous parler de ces évolutions finalement. Et moi, je voulais insister sur le fait que quand on regarde les projections sur le territoire, ça c'est issu d'un travail qu'on a fait avec le Grand Avignon. Aujourd'hui, les poids lourds sont absents des projections. Véhicules électriques poids lourds, à part évidemment pour le transport collectif, c'est zéro. Et donc je pense que ce que tu nous as montré, c'est un vrai sujet. Comment on projette ça sur les territoires, et en termes d'infrastructure, mais aussi de gains pour ce qui nous intéresse. Vous montrez évidemment, et je pense que Marine en dira quelques mots, mais pour le transport collectif, il y a des travaux qui ont été faits par exemple ici à Nice-Côte d'Azur. Quand on amène des véhicules électriques dans une flotte captive de transport collectif, on a des gains. Ils sont très forts à droite sur les oxydes d'azote. Vous voyez que sur les particules, malheureusement, il faudra, et Euro 7 y travaille, essayer de récupérer ces particules qui sont liées à l'usure. Merci en tout cas de ces quelques minutes. Je sais que j'ai déjà dépassé, Christian. Merci beaucoup. Je vais demander aux trois intervenants suivants de bien vouloir me rejoindre. Marine Bernard, Nicolas Dourassov et notre ami d'Avignon, Olivier Marquet. Si vous avez une question pour Dominique, c'est le moment de la poser pendant que nos intervenants prennent place. Non? Oui, prenez le micro. Et vous vous présentez. Oui, alors je suis enseignant ici. Et je voulais me poser la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas de véhicules électriques en location à Avignon? Parce que moi j'ai essayé... et donc, il y a 6 mois... Voilà une question à laquelle je ne pourrais absolument pas répondre. Mais ici, on a des gens de la ville d'Avignon, du Grand Avignon, et plein de gens, j'imagine, qui sont intéressés à la question. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde votre question et on la traitera peut-être après, Christian. Voilà, d'accord, je retiens. Je me présente, je suis Nicolas Delarue, je suis président de l'association Origine, qui est une association qui est engagée pour les mobilités durables au sein du Grand Avignon. Donc en fait, juste pour compléter votre réponse, nous, lors de la première édition du campus, donc le campus eMotion, c'est un campus qu'organise l'association Origine, on avait convié lors d'une conférence Cities. Alors Cities, c'est une entreprise, c'est pas une association, c'est à but lucratif, mais ils développent petit à petit sur Avignon des véhicules à la location 100% électriques. Cities. Très bien. Merci. Vous pouvez me rapatrier le micro, s'il vous plaît, on en a besoin. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui. Allez-y. Oui, peut-être en complément. Donc, Olivier Marquet, directeur de mobilité pour la ville. Vous passez le micro. Effectivement, oui. On a un acteur de l'autopartage qui est historiquement installé sur Avignon, c'est Cities, qui a des souhaits de développement qu'on accompagne. Aujourd'hui, disons qu'ils ont... c'est presque une logique d'entreprise, mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore forcément la taille critique, mais effectivement, je sais que l'idée, c'est de passer la marche, d'augmenter petit à petit la flotte, d'abord d'aller sur une multiplicité des types de véhicules. La question de la mobilité électrique ne nous a pas été posée, nous, ville, puisque c'est nous qui allons régir l'occupation du domaine public. Voilà. Par contre, je tiens quand même à préciser, mais le vice-président du Grand Avignon pourra le dire, le Grand Avignon a renouvelé l'ensemble de sa flotte de vélos en libre service en électrique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un succès assez phénoménal, mais je pense qu'il le dira mieux que moi.
Merci. Allez, passez le micro à Marine Bernard. Marine Bernard, vous êtes déléguée régionale de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Vous m'avez dit c'est le syndicat patronal des cars, quoi, grosso modo, des autocars, pour être clair. Oui, c'est un syndicat patronal pour les entreprises donc, qui exploitent des autocars dans toute la région. Et on compte à peu près 110 entreprises. Donc la plupart des autocars que vous voyez rouler, même s'il y a écrit Zoo par exemple dessus, c'est... Parlez un petit peu plus fort, je ne sais pas si on vous entend bien. Oui, donc les autocars, enfin tous les autocars que vous voyez circuler donc, font partie d'entreprises privées. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et aussi comment est-ce qu'on décarbone les autocars. On a parlé de véhicules lourds tout à l'heure. Donc juste pour un petit peu vous situer où est-ce qu'on est donc, dans le transport routier de voyageurs, on a deux types d'activités. Donc le transport privé, donc c'est réalisé pour un compte personnel. Donc c'est par exemple une entreprise qui va exploiter un autocar pour son compte propre pour ses salariés. Et ensuite on a le transport public. Donc dans le transport public, on va retrouver le transport, les services librement organisés, donc Flixbus, Blablabus par exemple, les services de tourisme et d'occasionnel, et puis les services publics. Dans les services publics, on va avoir les lignes régulières et les lignes scolaires qui sont donc exploitées par des entreprises, donc souvent sous contrat marché public ou délégation de marché public, donc des contrats entre une autorité organisatrice comme la région, une intercommunalité, une métropole et une entreprise. Donc c'est pour ça que je vous disais que tous les autocars que vous voyez floqués Zoo, par exemple, c'est des entreprises qu'il y a derrière, c'est pas une entreprise qui s'appelle Zoo. Voilà. Juste pour expliquer un petit peu ce qu'est le transport public. Et donc, dans ces différents types de services, on va pouvoir décarboner les véhicules, mais pas de la même manière à chaque fois, puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes usages. Vous comprenez que sur les services touristiques, on va faire beaucoup plus de kilomètres. Et donc, on a besoin de beaucoup d'autonomie pour exploiter ces véhicules-là. Et aujourd'hui, la solution électrique ne répond pas donc, à ce type d'exploitation, mais elle est tout à fait entendable pour certains types de services publics du transport. Donc, juste pour situer un petit peu le contexte réglementaire, donc je vais passer sur les objectifs nationaux puisque bon, c'est assez classique et me concentrer sur ce qui touche principalement le secteur du transport routier de voyageurs. Donc c'est la loi de transition énergétique de 2015 et son décret d'application qui a été revu donc en 2021, qui définit donc la liste des véhicules à faible émission. Il faut savoir que les autorités organisatrices doivent renouveler les parcs de véhicules avec des véhicules à faible émission. Et donc parmi cette liste, on va retrouver l'électrique, bien sûr, l'hydrogène, les biocarburants, le GNV et toujours le diesel qui en fait partie, mais le diesel Euro 6. Donc c'est la dernière norme qui est aujourd'hui sur le marché. Et donc tous ces carburants donc, polluent évidemment beaucoup moins que les anciens véhicules diesel. À savoir quand même que selon le secteur géographique, la taille de l'agglomération et le type de service, on n'aura pas le droit d'utiliser tel ou tel carburant, donc comme le diesel par exemple. Dans les grosses agglomérations, les véhicules à faible émission, ça va être essentiellement électrique, bio-GNV, biocarburant. Et pour les services urbains, donc les bus de ville, on va être encore plus restreint sur les solutions. Moi, aujourd'hui, je vous parle surtout des services interurbains, puisque c'est de ce type de service-là que je suis plutôt spécialiste. Mais voilà, si vous avez des questions, je pourrais essayer d'y répondre quand même. Donc, quels sont les leviers d'action pour décarboner les autocars ? Tout d'abord, avant d'investir dans des nouvelles technologies et dans des solutions alternatives au diesel, il est essentiel déjà de travailler sur donc le report modal et puis de rationaliser ses déplacements. Au niveau national, la FNTV a travaillé avec l'État pour établir une feuille de route de décarbonation. Donc ça nous permet d'avoir une vision sur le long terme sur comment est-ce qu'on peut décarboner les autocars. Donc vous voyez que sur l'électrique, on est plutôt au début,
puisque la solution s'est d'abord développée sur les véhicules légers, puis les autobus, et ensuite c'est sur les véhicules lourds qu'elle se développe le plus. Ça demande beaucoup plus de recherche et développement pour augmenter l'autonomie des batteries. Donc on est plutôt à un horizon 2040, on va dire. Pour faire un petit état des lieux régional, donc il faut savoir que la région sud est assez investie dans sa politique pour décarboner les transports. Donc son objectif, c'est qu'en 2028, on ait un parc 100% véhicules décarbonés hors diesel. Donc on va avoir de l'électrique, du bio-GNV et des biocarburants uniquement. Et actuellement, on a plusieurs lignes donc assez structurantes du réseau qui sont déjà en électrique. Donc au départ d'Avignon, vous voyez qu'il y a beaucoup de destinations qui sont exploitées avec des autocars électriques et d'autres qui peuvent être aussi exploités avec des autocars électriques rétrofités. Donc c'est juste un autocar diesel classique dans lequel on a enlevé en fait la motorisation pour la remplacer avec une motorisation électrique. Et il y a un dépôt qui est 100% électrique dans les Alpes-Maritimes aussi. C'est un des départements les plus précurseurs en la matière. Donc la solution en électrique, pour l'instant, on n'a pas énormément de retours d'expérience parce que c'est assez récent. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que en termes d'autonomie, un autocar électrique fait en moyenne 280 km. Donc c'est à peu près 280 kW aussi en consommation d'énergie. On va être, cette consommation, elle va dépendre beaucoup de la conduite du conducteur, du relief et du climat. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on ne peut pas forcément appliquer la solution électrique sur n'importe quel territoire. Il va y avoir beaucoup de facteurs qui doivent être pris en compte. Et c'est pour ça qu'on est plutôt sur le transport interurbain, pour l'instant, dans une idée de mix énergétique, pour que chaque usage réponde au type de service exploité. Sur le rechargement, sur les autocars, on va essentiellement utiliser la recharge lente. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le représentant d'Enedis expliquait, donc c'est plutôt cette recharge-là qui va être privilégiée pour recharger les autocars la nuit lorsque les services ne sont pas exploités. Ce qui est différent du bus. Les bus peuvent se recharger la journée de manière rapide, en quelques minutes. Donc, les limites de cette solution, évidemment, il y en a pour les entreprises. C'est essentiellement les coûts. Donc, c'est une limite aussi pour les autorités organisatrices qui passent les marchés avec les entreprises, puisqu'un autocar électrique coûte environ 2 fois et demi plus cher qu'un autocar diesel classique. Et puis, il y a beaucoup de coûts induits sur les infrastructures, notamment la formation du personnel et la mobilisation de personnel qu'on va avoir en plus, puisqu'il faudra quelqu'un qui recharge les véhicules la nuit, qui soit présent toute la nuit, ce qui n'est pas le cas actuellement sur les dépôts des autocars. En revanche, en termes de coût d'énergie, on va être 4 fois moins cher que l'énergie diesel. Donc, voilà, c'est un des avantages. Et donc pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est essentiel pour les entreprises, c'est de pouvoir avoir des durées de marché qui soient assez longues, donc environ 8 ans, donc passer avec les autorités organisatrices, pour que les véhicules électriques puissent rouler assez longtemps, ce qui permet donc de consommer l'énergie, d'avoir un gain d'énergie qui permette de rentabiliser l'investissement dans le surcoût des véhicules et des infrastructures. Voilà, j'avais mis juste une dernière image en conclusion, parce que tout à l'heure on a parlé un peu d'hydrogène. Alors c'est vrai que c'est pas aujourd'hui la solution qui est privilégiée pour les autocars, mais ça reste une solution un peu intrigante, intéressante. On a pu en faire l'expérimentation avec un constructeur qui a mis en place cet autocar, c'est un Irizar, qui nous a permis donc de faire un test entre Marseille et Briançon. Donc c'était plutôt dans le cadre des futurs Jeux Olympiques d'hiver 2030. Et c'est sûr qu'en termes d'autonomie, c'est pas comparable avec l'électrique, mais en termes de coût, c'est beaucoup trop important encore aujourd'hui pour investir dans cette solution. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Si
si je comprends bien, c'est encore compliqué. Est-ce qu'il y a déjà des opérateurs membres de votre fédération qui ont des autocars électriques? Oui, il y en a, je vous disais Alors, tout à l'heure... qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça me coûte un bras, ça m'a coûté trop cher, j'arrive pas à me recharger. Quel est le retour que vous avez de la part de ceux qui s'y sont lancés finalement? Le retour, ça va être que oui, l'investissement est important. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des marchés publics qui aient une durée assez longue. Ça, j'ai compris, 8 ans. À peu près pour avoir un retour sur investissement. Ouais. Le ROI, on aime bien le ROI chez Ortec. Voilà. Après, sur le temps de rechargement, c'est pas trop un sujet puisque il se recharge la nuit, donc en fait, c'est pas gênant pour l'exploitation classique. Mais c'est bien pour des services publics sur des lignes régulières, mais ça, pour l'instant, aujourd'hui, l'autonomie ne permet pas de l'utiliser pour des services touristiques, par exemple. Moi, je crois que M. Dourassov a regardé en me disant « mais moi, j'ai des solutions qui vont pouvoir vous servir ». Non, c'est pas ça. Donc, non. Nicolas Dourassov, donc vous représentez aujourd'hui Bornes, qui est une filiale du groupe Ortec. Le groupe Ortec est parti de sa propre expérience, si j'ai bien compris, qui effectivement a des véhicules électriques. Il s'est dit, il me faut des bornes, je vais les mettre en place, et quitte à rentabiliser mes bornes, autant qu'elles soient ouvertes à beaucoup d'autres gens et qu'elles servent à beaucoup d'autres opérateurs. D'où le lancement assez inattendu d'une nouvelle société, d'une nouvelle marque, et on retrouve le groupe Ortec, qui est plutôt dans la maintenance industrielle, dans l'environnement, à être distributeur d'énergie, comme quoi tout mène à tout. Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, absolument. Donc, on est le premier réseau public pour les entreprises. Donc, pour les entreprises, on s'adresse à deux types d'entreprises principalement, ou deux besoins de ces entreprises. D'abord, tout ce qui est la distribution dans les zones à faible émission et les usages domicile-travail pour les collaborateurs des entreprises, et ensuite les transporteurs qui sont loin de notre base et qui ont besoin de relais. Parce que vous avez vu qu'un camion a à peu près 400 km d'autonomie maximum, et après parfois il faut qu'ils considèrent qu'ils doivent revenir à leur base, donc ils ont un rayon d'action d'à peu près 150 ou 200 km. Et donc nous, on a un peu regardé d'abord les besoins d'Ortec. Ortec, comme il est dans l'environnement, ils ont beaucoup de camions spécialisés qui interviennent dans la plupart des zones à faible émission, qui sont principalement des hydrocureurs. C'est réparti, il y a à peu près 1500 camions et 3000 véhicules de flotte, et répartis dans une centaine d'agences en France. Et dans certaines agences, ça a obligé, même si on se mettait en charge de nuit, ça obligeait à avoir une très grosse consommation d'énergie, et avec le souci que si quelques bornes ne fonctionnaient pas, eh bien, il y a des camions qui ne pouvaient pas partir. D'où l'idée d'avoir de la charge ultra rapide, qui est un outil très cher, effectivement, mais que l'on a vu rapidement qu'on pouvait partager avec les voisins. Donc on est parti de cette idée. Et puis après, à force de discuter avec des entreprises, des besoins, on a décidé de monter un réseau que je vais vous présenter, qui s'appelle Orev. Mais vous aviez déjà, Ortec avait déjà fait le choix d'avoir des véhicules électriques pour des applications industrielles telles que les hydrocureurs, ce qui n'est pas courant. Oui, parce que nous intervenons dans des villes qui sont déjà dans les zones à faible émission. Pour obtenir ces marchés publics, il faut déjà, pour les gagner, avoir des camions électriques. Et nous avons des camions très particuliers parce qu'il y a ce qu'on appelle le porteur et l'usine. Ces fameuses pompes à haute pression et autres engins que l'on met dessus qui reviennent très cher. Donc Ortec rétrofit des camions, ce que vous disiez tout à l'heure, rétrofit des camions pour les passer en électrique, pour pouvoir intervenir. Souvent, en plus, ces camions interviennent la nuit pour nettoyer, et donc les camions diesel font beaucoup plus de bruit que les camions électriques, donc un meilleur confort pour les citadins. D'accord. Alors, vous avez des images. Allons-y. Voilà, donc j'ai annoncé ça. Donc nos stations, pour l'instant, elles sont un peu hybrides. Elles s'adressent aux poids lourds, avec des contraintes qui sont particulières aux poids lourds, et aux véhicules légers des entreprises, principalement. Mais pour des raisons aussi statutaires, on est ouvert à tout le monde. Alors, donc notre ambition, c'est dans un premier temps, de répondre aux besoins français. Et donc, dans le besoin français, on a étudié à peu près une cinquantaine
de villes de plus de 200 000 habitants qui seront les futures zones à faible émission. Et en regardant le maillage, on s'est dit que ça représentait à peu près 260 stations que l'on veut mettre en opérationnel d'ici 2030. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que ce secteur évolue extrêmement vite. On a commencé ce projet il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y avait aucun camion électrique qui pouvait charger à plus de 200 kW. Maintenant, on a beaucoup de constructeurs. Monsieur de Firma a cité MAN, mais il y a aussi Daimler, il y a d'autres qui arrivent et qui ont des camions qui vont charger à 1 MW. Et donc ça va extrêmement vite. Nous avons décidé, il y a quelques semaines, de mettre 48 sites avec des méga-chargeurs à 1 MW, parce que justement la demande arrive très rapidement. Et pour vous donner une idée, il y a eu 670 camions électriques qui ont été vendus en 2024, ou qui ont été mis en circulation. Et normalement, en 2026, les constructeurs doivent mettre 15% de la flotte des camions qu'ils vendent en électrique. Ça va représenter à peu près 6 500 à 7 000 véhicules électriques. Alors, ils ne vont peut-être pas atteindre ces objectifs. Ils vont avoir des pénalités qui sont en train de discuter. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec l'Europe. Mais en tout cas, le besoin va être crucial. Nous avons des transporteurs qui, avec les subventions qu'ils ont ou les incitations, achètent des camions électriques, mais ils ne savent absolument pas comment les charger. On connaît un transporteur qui a acheté des camions MAN électriques qui peuvent charger un méga chargeur, mais il transporte à l'intérieur de son camion un chargeur de 22 kW parce qu'il ne sait pas où aller et comment faire. Voilà, donc nous, on essaie de répondre à ce besoin. Ce besoin, il est plus particulier par rapport aux stations d'autoroute que vous voyez. C'est comme on s'adresse aux entreprises, il faut absolument que l'on ait un taux de disponibilité extrêmement élevé, parce qu'il est difficile, à partir du moment où on passe un contrat avec un transporteur qui va venir tous les jours pour charger son camion ou une entreprise pour partir travailler, qu'on lui dise « Ah ben non, aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner ». Donc 98% de disponibilité, ça veut dire une redondance sur les réseaux, des systèmes de backup, toujours plusieurs chargeurs pour éviter une panne sur un chargeur et des transformateurs même évolutifs pour qu'on puisse avoir la puissance de façon évolutive quand on en a besoin. Donc voilà, je passe à la prochaine. Donc notre réseau qui a donc, comme je vous ai dit, on a lancé cette opération en 2022. Donc on a lancé à ce jour 5 stations. Alors les premières, c'est celles que vous avez en vert, qui sont donc une entre Le Mans et Angers, et on les a lancées d'abord les premières stations là où il y avait des agences Ortec. Ensuite une tout près de la centrale de Chinon, et enfin tout près de Pau, tout près du bassin de Lac, où là aussi on avait une agence. Les points, on vient de lancer 2 stations ce mois-ci, une à Pierre-Latte et une à Vénissieux. Vénissieux, c'est une banlieue de Lyon. Pierre-Latte, où vous êtes implanté aussi? Oui, et Vénissieux aussi, on a des agences. A priori, nos 10 premières stations sont là où on avait des agences Ortec pour répondre prioritairement aux besoins Ortec. Mais après, vous avez les points gris clair. Ce sont, je pense, ces points-là, c'est dans les 150 dossiers qu'étudie Enedis pour nous, où on a conclu soit des achats de terrain, soit des locations longue durée pour implanter des stations. Donc vous voyez que le couloir rhodanien est très présent, parce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui nous demandent d'avoir un réseau pour avoir plusieurs besoins. Et en fait, nous privilégions maintenant non seulement les grandes agglomérations, mais aussi les axes. Et on travaille avec les grands transporteurs routiers nationaux pour voir... Est-ce que vous allez pouvoir recevoir les bus de Marine Bernard? Oui. Parce que c'est un problème apparemment pour elle, là. Alors nous, oui, effectivement, le problème de nos stations, c'est que nos stations, il faut beaucoup de place. Il faut au moins 3000 m², car on a soit des stations qu'on peut rarement faire traversantes,
Parce que, en fait, souvent, les collectivités ne nous autorisent pas à entrer d'un côté et sortir de l'autre. Oui. Donc, il faut qu'on rentre et qu'on sorte du même côté. Ce qui veut dire qu'au niveau de la station, il faut que l'on fasse un demi-tour. Et donc, le demi-tour, pour nous, c'est le rond-point européen. Et le rond-point européen, c'est juste bon pour un bus. Et un semi-remorque. Donc, c'est une grosse contrainte. Tout ça en terrassement poids lourd. Et donc, ça, c'est un coût important. En plus, oui, d'accord. L'autre point qui est important, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on s'oriente vers maintenant pour les transporteurs un usage qui va faire 4 heures de route et après 45 minutes de repos. C'est ce que les conducteurs doivent respecter. Et les 45 minutes de repos, ça veut dire un coin repos pour nous. Donc nos stations sont équipées d'un coin repos. Et ce coin repos, c'est des toilettes, du Wi-Fi, des snacks, des distributeurs et des douches parfois, dans certaines zones où les transporteurs nous les demandent. Et ça, c'est assez important et c'est assez apprécié par les entreprises. Enfin, quelque chose de très important, c'est la gestion de tout ça. Nous, à partir du moment où on se met sur des chargeurs de 1 MW, on va dépenser beaucoup d'énergie. C'est très très cher parce qu'il n'y a pas que le coût du kilowatt qui coûte très cher, il y a le coût du débit que l'on prend. Donc il faut optimiser le débit que l'on utilise. Et pour ça, il faut trouver comment le lisser dans le temps en incitant les gens à venir sur une zone de 24 heures la plus large possible et aussi à le compenser par nos propres installations. C'est pour ça que nos ombrières ont des panneaux photovoltaïques. Bon, c'est assez maigre, mais on a aussi des sites sur lesquels on a des champs photovoltaïques à côté et aussi des batteries de stockage pour ces champs photovoltaïques. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur les camions. Nous, on est aussi équipé d'un système entièrement réversible, depuis la borne en passant par le transformateur. Et un camion, une batterie de camion, sur les gros camions, c'est 600 kWh. Donc on a en général au moins 4 points de charge camion. Bon, on peut imaginer qu'on pourrait à l'heure de pointe avoir des systèmes où, dans le cas d'Ortec en tout cas, les camions travaillent de 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Ils rentrent, ils chargent, ils attendent la pointe à 7 heures. Ils déchargent et ils rechargent plus tard. Donc c'est tout à fait envisageable et nos installations sont prévues pour cela. Ça veut dire qu'il faut une plateforme très sophistiquée, très complète pour cette gestion de l'énergie et en même temps toutes ces fonctionnalités dont ont besoin les entreprises, des optimisations de route. Comme le disait monsieur de Firma, maintenant on n'a plus besoin, en fait le camion il doit arriver presque à zéro quand il arrive à son dépôt à la fin. Donc il faut lui calculer quelle énergie il doit prendre pendant son itinérance pour être avec un petit coefficient de sécurité à l'optimum. Et tout ça, c'est calculé à un coût, parce que ce qui intéresse le transporteur ou l'entreprise, c'est évidemment un coût du kilowattheure. Et ce coût du kilowattheure, il faut qu'il soit extrêmement compétitif, parce qu'on regarde le TCO. Et donc, nous, on essaye d'avoir un coût du kilowattheure qui sera presque le même que celui qu'ils auront en dépôt, malgré cette installation sophistiquée. Une petite question à Enedis. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous pose un problème, ce type de station ou est-ce que c'est quelque chose, un équipement qui est plutôt stabilisateur? Non, mais ça pose aucun problème. Hein. C'est avec plaisir qu'on raccorde les stations d'Ortec comme celles des autres. Et effectivement, si ça peut rendre un service au système électrique tout en faisant aussi du bien à la facture de l'usager final, bah c'est très bien. Non, aucun problème. Merci. Bien, on a terminé, on va passer à Avignon. Avignon, tout autre domaine, mais même s'il y a des camions de temps en temps à Avignon, mais quand même, vu d'une collectivité territoriale qui est engagée quand même depuis longtemps sur les transitions, des déplacements, les mobilités douces, comment on aborde cette électromobilité, comment vous avez appréhendé ce sujet-là? Oui, donc effectivement, je pense que les collectivités, vraiment les assises territoriales, c'est un peu l'autre versant, c'est bien le territoire sur lequel on roule. On a des obligations aussi, d'ailleurs, donc qui ne sont pas des moindres, et voilà, et on essaie de s'adapter. Alors, j'essaie de repositionner un peu en écho à la question que vous m'aviez posée hors cette réunion.
Avignon, c'est une ville moyenne, 92 000 habitants, mais on est sur un bassin de vie de 530 000 habitants, une aire urbaine, et 85% des échanges vont chez nous. Donc clairement, je dirais, on a toute une grande, ça c'est très net, et l'enjeu, c'est pas évidemment de répondre que au festival. Il y a un point qui apparaît pas ici, et c'est vraiment le graphique qui tue ça, parce que quand on voit, quand on voit l'attractivité d'une collectivité territoriale comme ça, quand c'est les plans de déplacement qu'on connaît bien, on s'aperçoit que quand même c'est en étoile, ça vient de partout, ça part dans tous les sens. Vous avez du boulot. Hein. Oui. Et il y a un autre sujet qui apparaît pas là et que nos collègues d'Atmosud et de la DREAL avaient présenté il y a un peu moins d'un an, c'est qu'en fait, sur 52% des émissions de gaz à effet de serre sur le Vaucluse, c'est le transport routier. Je crois que c'est à peu près la moyenne. Par contre, il y a un truc qui est très impressionnant sur le Vaucluse aussi, c'est que plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre, 30% au total de toutes les émissions de gaz à effet de serre du Vaucluse, c'est des véhicules particuliers. Et ça, c'est 2 fois la moyenne française. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Ça veut dire que, justement, le sujet, évidemment, c'est les transports collectifs, etc. et le Grand Avignon travaille pleinement, et la région, sur le renouvellement de leur flotte. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un vrai sujet sur le véhicule particulier, donc l'accompagnement, justement, aussi vers d'autres formes de mobilité. C'est pour ça que la ville travaille énormément sur la mobilité alternative à la voiture particulière, mais aussi il faut accompagner ces véhicules particuliers. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on est obligé encore plus sur ce territoire. On a 2 fois plus de problématiques liées aux véhicules de tout un chacun. Ah, donc j'arrive pas. Décidément pas. La ville donc a choisi de travailler sur tous les aspects, à la fois les infrastructures de recharge, il y a des obligations réglementaires d'installation, à la fois sur ces véhicules, alors sur l'aide à la possession, au renouvellement des véhicules, sa propre flotte, on essaie d'être exemplaire, à la fois aussi, je tiens quand même à le dire, les subventions vélo électrique, c'est de l'électromobilité. Et clairement, les déplacements, le vélo électrique remplace très avantageusement le véhicule particulier jusqu'à largement 6-7 km. L'usage, évidemment, on essaie d'accompagner l'usage dans la ville et après la communication. Tout ça, on le met dans notre plan. Stationnement facilité. Pour les véhicules électriques. Stationnement payant facilité, oui. Pour les véhicules électriques. Après, on compose avec l'espace public qu'on a. Alors, sur les bornes de recharge que je vais appeler IRVE, infrastructure de recharge de véhicules électriques, alors, vous le savez, depuis plus de 6 ans, enfin depuis assez longtemps, il y a des obligations qui échoient aux collectivités, qui est, en l'absence d'acteurs, ça c'est le Code général des collectivités publiques, en l'absence d'opérateurs, de services organisés, la ville peut organiser le service, soit directement, soit indirectement. Deuxième point, c'était pas tant la loi LOM de 2019 que la loi de 2021 qui oblige sur les parcs de stationnement de plus de 20 places à mettre en place des bornes de recharge et ensuite par tranche de 20 places. On peut discuter après de qu'est-ce qu'un parc de stationnement, c'est pas de la voirie, etc. Néanmoins, effectivement, les collectivités doivent organiser le service et également en gérant des places de stationnement, c'est un peu normal, installer des bornes de recharge ou faire installer. Voilà. Donc nous, très rapidement, dès 2019, en fait, on a choisi de ne pas assumer les coûts d'installation, ne pas assumer les coûts de gestion, parce que c'était grosso modo, et c'est encore une bonne partie des modèles économiques aujourd'hui, qui est par exemple de passer par des syndicats d'énergie. Et finalement, le syndicat d'énergie, c'est un tiers qui réalise pour la collectivité, mais c'est bien la collectivité qui paye l'installation et qui paye la gestion et qui se rémunère après enlever certains frais de gestion, mais qui se rémunèrent sur les gains. En fait, une borne de recharge, pour nous, c'est une station-service. Donc, on n'a pas vocation à exploiter les stations-service. Et donc, dès 2019, on est parti, on a adopté une délibération 19, puis en 23, parce que le marché a très rapidement évolué. Et donc, c'est pour organiser indirectement le service. Et en fait, on est
on a trouvé un partenariat avec une société de PACA, E55 Charging, qui aujourd'hui a bien grossi, parce qu'ils sont présents un peu partout en France. Et c'était le premier opérateur, en tout cas sur notre territoire, c'est le premier opérateur qui a assuré l'intégralité des coûts d'investissement, des coûts de gestion, et en fait qui se rémunérait entre guillemets sur le dos de la bête, quoi. Et à la charge de la collectivité de gérer l'occupation de domaine public. C'est assez intéressant aussi, voilà. Aucun coût supporté par la ville, ça c'est extrêmement novateur et c'est important parce qu'encore une fois, les obligations et les schémas directeurs des IRVE qui ont été ensuite faits par la suite chiffrent à plusieurs centaines et peut-être plusieurs milliers les obligations de création de bornes sur un territoire comme Avignon. Alors certes, c'est tout confondu, tout parking confondu, mais néanmoins c'est absolument énorme. Si la ville avait dû gérer ce coût, c'était infaisable. Développement rapide par un acteur privé. Ce qui est important, c'est que comme le modèle économique, et aujourd'hui c'est peut-être plus le cas, mais en 2019, on avait des opérateurs de bornes de recharge qui étaient en fait souvent liés aussi aux constructeurs. Donc, je ne vais pas dire que c'était un peu on refaisait peut-être un peu le sketch des VHS, Betamax ou des CD, des DVD, etc., des différents formats. Mais l'enjeu pour une collectivité, c'est pas d'installer un réseau et qu'il soit avec des prises propriétaires, qui soit réservé à l'utilisation de certains véhicules, etc. L'avantage d'un opérateur avec ce modèle économique, c'est que justement, son intérêt, c'est de maximiser l'usage. Et on n'a pas été déçus, voilà. Et dernier point, et ça fonctionne, et dernier point, ça c'est important, on a recouru à des AOT. C'est une AOT. Une AOT, c'est une occupation du domaine public. Et ça c'est important, vraiment important pour une collectivité, c'est que le domaine public, nous on est gestionnaire d'un domaine public qui est relativement inaliénable et dont on doit conserver l'usage pour le plus grand nombre. Si on privatise le domaine public avec des durées beaucoup trop longues, avec des indemnités, si on enlève si l'opérateur souhaite, pour une raison X ou Y, on a des projets et il doit partir, on lui doit des indemnités. Voilà. Ou tout simplement si on fait une AMI, un appel à manifestation d'intérêt avec mise en concurrence préalable, mais après il y a une exclusivité, on ne garantit pas, je dirais, le bon service dans le temps ou tout simplement la bonne gestion du domaine public. Donc ça c'est important, c'est que les AOT, en fait, c'est ni plus ni moins que l'opérateur qui est arrivé, qui a dit je veux faire tant de bornes, on a négocié, on lui a dit tu en feras tant, on a passé une publicité, d'autres opérateurs se proposent sur le même projet, oui, non, peut-être. Cet opérateur s'installe, mais demain il pourrait y en avoir d'autres. Voilà. Et donc cette concurrence, elle est assurée de facto. Et ça c'est important, je pense, c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est une discussion qu'on a en cours en ce moment avec un opérateur et qu'on n'a pas encore conclu. C'est que ça marchait très bien, on avait des bornes de recharge de faible puissance, 7 à 22 kVA. Quand on fait de la recharge rapide, les investissements sont plus lourds, les bornes sont plus chères, etc. etc. Et donc l'opérateur va venir, et c'est normal, hein, mais va venir avec une volonté un ROI qui va être plus long, donc une volonté de convention de longue durée, et aussi avec des indemnités. Et là, tout à coup, en fait, c'est assez intéressant pour une collectivité, c'est qu'en fait, même s'ils n'ont pas envie que je dise ça, en fait, d'un côté, il y a une logique commerciale, fonds de commerce, et de l'autre, il y a la logique occupation de domaine public. Voilà, donc ça, je le porte un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, et nous, aujourd'hui, on se frotte un peu à ça, et c'est vrai que je pense que c'est un problème qui va aller croissant. Et clairement, et nous, et ça c'est public, mais on avait négocié avec cet opérateur i55 Charging des durées de convention très courtes, de 7 ans. Et en 2019, c'était très ambitieux de leur part, et je les salue pour ça. Aujourd'hui, donc ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, on a 262 bornes, pas que i55 évidemment, hein, mais 262 bornes ouvertes, accessibles 24/24 sur le domaine, sur Avignon. Il y a des bornes sur des parkings privés ouverts au public. J'ai un peu triché, j'ai pris du Lidl, j'ai pris etc. Mais c'est 24/24. Voilà. Il y a les bornes en bleu ciel, ça c'est i55 Charging. Et ensuite, via CDSP, la ville a fait créer des bornes dans les parkings publics. Aujourd'hui, donc voilà, c'est 262 bornes. Ce qu'on voit, c'est qu'on est on est peut-être trop doté sur le lent et le domestique, traduction la recharge lente longue durée. Le rapide, l'ultra rapide, ça manque encore, et je pense que demain c'est l'enjeu. Point important, Pierre Firmin le disait tout à l'heure,
Alors c'était le cas à l'époque, peut-être que ça a évolué, mais 90% de la recharge se fait à domicile. Hein. Ce qui veut dire que l'enjeu, et notamment dans une zone comme Avignon, une zone dense où il n'y a pas, les gens ont rarement des pavillons avec des parkings privés, c'est comment je me recharge lent, la nuit par exemple, et sans payer une fortune et sans aller à la pompe. Et on a réussi à obtenir, ça a été un peu long avec cet opérateur, mais on a réussi à obtenir, je pense que c'était une nouveauté aussi, des tarifs résidents. Voilà, on a des tarifs résidents de nuit, et cet opérateur, puisqu'on va parler des 55, dont le but c'est justement de maximiser la rotation, c'est logique, puisqu'il se paye encore une fois c'est une station-service. La nuit, vu les taux d'utilisation, etc., ils ont accepté d'ouvrir aux résidents et de supprimer, là, je dirais, la tarification à la durée, mais pour passer à une tarification au kilowattheure. Voilà. Donc ça, c'est une vraie avancée qu'on avait obtenue. Je vais rapidement pour finir. On essaie d'être exemplaire, donc on a un plan climat, etc., qui parle à la fois de la collectivité et de ce qu'elle peut faire pour les citoyens. On essaie d'être exemplaire. Depuis 2016, on a très rationalisé notre parc de véhicules particuliers. On a quand même 500 véhicules, hein, tout confondu sur la ville. Mais on a baissé le nombre de véhicules particuliers, de flotte. On les a mis en pool et on est passé de 0 à 63% de VL électrique. Et parce que, encore une fois, le VL et le VP, enfin véhicule particulier, c'est pas l'alpha et l'oméga, on a monté une flotte de vélos électriques qui fonctionne très bien. Alors, on n'a pas de subvention pour les véhicules électriques, mais il y a un moment, c'est pas notre compétence non plus, la mobilité. Par contre, et je tiens à le dire, on a des subventions sur les vélos électriques d'occasion, neufs, etc. Enfin, on a un système de subvention pour la mobilité vélo qui est, je pense, quasiment le plus ouvert en France, puisqu'on subventionne même les casques de sécurité, les équipements, etc. Et dernier point, alors je pense qu'il y a beaucoup de villes qui le font, hein, mais le stationnement via le macaron vert ouvert à tout un chacun, pas qu'avignonnais, la demande peut être traitée, c'est un macaron qui est disponible 1 an et la demande peut être traitée 24/24, puisqu'on a un centre de gestion qui est ouvert 24/24, et le stationnement est gratuit, qu'on soit avignonnais ou pas. Et puis après, effectivement, on communique sur le branchement, même les ambitions pour la recharge privée, parce que l'enjeu, c'est aussi d'installer des recharges des véhicules, évidemment, dans les parcs de stationnement privés, les copros, etc., etc. Et c'est bon. Merci pour cette présentation tout à fait passionnante. Donc la start-up dont on parle, je me suis renseigné depuis qu'on en a parlé, elle est à Saint-Tropez. Elle a fait une très belle levée de fonds qui m'a échappé, donc de 10 millions d'euros en 2023, ce qui n'est pas rien, ça fait des belles levées de fonds. Et ils sont effectivement très actifs, alors qu'on est dans un domaine, Pierre de Firmas pourra peut-être nous le dire, où il y a quand même une consolidation des opérateurs, avec la banque du territoire qui est assez active aussi dans ce domaine-là. Et c'est assez contradictoire de voir qu'il y a une start-up qui arrive à faire son marché, puis en même temps consolidation, en disant peut-être que pour être présent sur tous les réseaux, il vaut mieux qu'il y ait un seul opérateur qui soit présent. Vous pouvez en dire 2 mots, Pierre de Firmas? Je vais peut-être un peu vous contredire, parce que nous, alors ça fait partie des pages que j'ai pas montrées parce qu'il fallait gagner un peu de temps, mais les opérateurs de recharge, dont E55 fait partie, je l'ai un peu dit, mais nous, quand on a commencé à s'intéresser à la question, il y a avant 2020, en fait, 2020 a vraiment marqué le démarrage il y avait Tesla. Il y avait Ionity, il y avait Total Energy, il y avait 3 grands acteurs comme ça, et puis qu'on appelait les usual suspects, et puis c'était tout. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 en France, sur le marché français. Et moi, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de consolidation. On est encore, je trouve, dans une phase plutôt d'expansion. Chacun arrive à trouver un peu son marché spécifique. Il y a des acteurs comme Itotem, qui sont beaucoup sur les appels d'offres, un peu comme 55 des collectivités. Il y a des acteurs qui sont sur la recharge rapide sur autoroute, d'autres sur la recharge rapide hors autoroute. Voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que... Mais il y aura sans doute de la consolidation, je ne sais pas, au rêve, si Nicolas, tu fais le même diagnostic. Mais en tout cas, pour le moment, moi, je trouve que ce qu'on voit surtout, ce que je trouve marquant,
Et là, vous avez parlé de 10 millions de levées de fonds, mais des levées de fonds dans la mobilité électrique en France, sur 2 ans, on avait fait le compte, plus de 6 milliards d'euros. Alors là, effectivement, je compte pas que les acteurs de la recharge, je compte aussi les gigafactories, comme Vercor et autres. Mais quand même, des acteurs de la recharge comme Electra, ils ont levé 500 millions d'euros en 2 ans. Et puis PowerDot, et puis plein d'autres. Donc, il y en a qui ont déjà de l'argent, donc forcément besoin de lever des fonds. Mais voilà. Allez, il nous reste quelques minutes pour des questions que vous avez. Non? Questions en ligne? Alors non, j'ai une question. Oui. Voilà. Sur une ville comme Avignon. Vous vous présentez? Oui, Laurence Tien, je travaille chez Enedis et je vais régulièrement dans la région. Sur une ville comme Avignon, comment vous gérez l'afflux de véhicules qui vont devenir de plus en plus électriques sur votre festival? J'avais espéré désamorcer cette question en disant qu'on avait tout d'une grande. J'ai envie de vous dire, on n'a pas eu de remontée. Enfin, aujourd'hui, 55, on a un accès tout à fait libre à leur data et autres. Il y a des volumes. Bon, il y a très clairement des besoins de muscler les hubs et notamment sur les parkings relais. Hein, ça, c'est très très net. Aujourd'hui, on est totalement en deçà des obligations de la loi de 2021. Donc après, alors ça, c'est important aussi. Quand même en bémol, même si je ne vais pas trouver que des raisons de ne pas faire, mais une ville comme Avignon, c'est des inondations, c'est un périmètre UNESCO, c'est des ABF, des architectes des bâtiments de France, enfin, c'est très complexe d'installer des bornes au plus proche de la ville-centre, là, en tout cas sur un site touristique d'intérêt. Après, voilà, aujourd'hui, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas j'ai pas d'alerte rouge de la part que ce soit l'office de tourisme, que ce soit l'exploitant, l'opérateur sur le festival. Le festival, l'avantage, c'est qu'effectivement, on en a mis sur les 2 gros parkings relais. Après, il y en a sur les petits parkings. Parking relais est gratuit. Après, il y en a sur les petits parkings payants, mais enfin 4 heures gratuites. Hein. Le stationnement est plutôt facilité quand même. Voilà, on en a mis un peu partout. Elles sont très utilisées. Il faudrait les augmenter. Mais le festival, c'est quand même souvent de la longue durée. On a mis en place, avec le Grand Avignon, des navettes qui vont chercher les gens assez loin. Voilà, donc, et avec des parkings relais qui sont des fois assez loin du centre-ville, mais qui fonctionnent. En fait, avec le réseau qu'on a, qui n'est plus à l'écran, mais avec le réseau des 262 bornes, et notamment le réseau I55 Charging, 2 recharges qui sont plutôt lentes, 7 à 22 kVA, j'ai l'impression que ça absorbe. En tout cas, moi, j'ai pas de retour, j'ai pas d'alerte rouge sur le sujet. Maintenant, clairement, oui, il faut absolument muscler nos parkings relais, ça c'est évident. Le Grand Avignon, sur les parkings relais qu'il vient de créer, a installé des bornes. Les parkings en centre-ville sont tous, que ce soit la SPL de la ville ou que ce soit Indigo qui exploite pour notre compte, ont tous installé des bornes. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que c'est toujours... C'est un peu logique, mais c'est quand même toujours des bornes de faible puissance, voire même de recharge très lente. J'en ai même vu un qui a des recharges domestiques en 3 kVA, ce qui est peut-être un peu ambitieux quand même. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'alerte spécifique. On va prendre les questions qu'on voit arriver. Alors, il est question de passer les aires creuses en journée. Oui, il est question de changer en tout cas les horaires des heures creuses. Le coût de l'énergie électrique ne va-t-il pas être impacté par les taxes qui vont compenser la perte de taxes sur les hydrocarbures? Est-ce que Enedis a une réponse? Alors, je vois pas forcément de lien entre les 2 éléments là de la question. Quelqu'un qui est curieux pour sa facture. Ouais. Non, mais par contre, la deuxième partie, c'est une question que tout le monde peut se poser. Tout le monde. Ça a un impact sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous avait dit on pourrait faire comme avec le chauffe-eau, alterner le chauffage, sauf que si les horaires creux sont pas les mêmes, ça va être compliqué de mettre sa voiture en charge l'après-midi parce qu'il y a beaucoup d'énergie solaire. Oui, non, mais moi je pense que
on va pas déplacer les heures creuses, on va en ajouter. Donc ça va dans le bon sens en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui va aller au détriment du coût de revient. Hein. C'est l'inverse. D'ailleurs, c'est une disposition qui est prise pas du tout par un acteur privé ou même un acteur public comme Enedis. C'est les pouvoirs publics, c'est le régulateur, et c'est donc pour je dirais arranger l'équation des utilisateurs, hein, optimiser le système. Non, la deuxième partie de la question, effectivement, bon, la créativité sur la fiscalité est quasiment infinie. Donc, je veux dire, des idées de taxes sur des trucs qui arrivent, qui remplacent d'autres choses, évidemment, ça va certainement arriver. Moi, on a déjà eu plusieurs fois cette question, alors pas spécialement Enedis, parce que nous, à la vérité, on n'est que sur l'acheminement, hein, on n'est pas du tout sur la fourniture de l'électricité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une progressivité dans cette transformation. Hein. On ne va pas passer du jour au lendemain. Je vous disais, en 2035, il y aura 40% seulement, et encore quand on est optimiste, du parc qui sera électrique. Je crois que tout à l'heure, on montrait aussi 30%. Donc ça veut dire qu'il va encore rester, c'est malheureux d'une certaine manière, mais il va encore rester beaucoup de véhicules thermiques pendant encore de longues années qui vont rapporter beaucoup de taxes. Et donc après, certainement, il y aura des équilibrages qui se feront. Mais on prend la deuxième question. Que peut-on dire du bouclage matière du véhicule électrique, je suppose, en particulier si la croissance du parc de véhicules électriques suit les tendances envisagées, non seulement en France, mais dans le monde, aura-t-on assez de cuivre pour tous ces véhicules ? Alors, c'est aussi une très bonne question qui peut-être me permet de revenir à un petit peu des éléments que je disais au début, c'est-à-dire que souvent, je parlais de priorité, hein, on parle du réchauffement climatique, et souvent on a des critiques sur le véhicule électrique, ou alors il y a des critiques sur les énergies renouvelables, au motif qu'en fait, ce n'est pas des solutions parfaites. C'est pas des solutions parfaites. Oui. La perfection n'est pas de ce bas monde. Donc, il y a, c'est des solutions qui sont sans doute à privilégier pour adresser l'enjeu prioritaire qu'on a, mais elles s'accompagnent de difficultés, elles s'accompagnent d'enjeux aussi, comme celui-là, celui de la matière. Alors, moi, je ne mettrais pas tellement le cuivre en avant, parce que là, pour le coup, c'est presque plus le développement de l'électricité en général qui risque de consommer les câbles du cuivre. Bon, il y a des développements de câbles aluminium. Donc le cuivre, moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement. Mais par contre, c'est vrai que les métaux rares, et on voit bien, hein, qui rentrent dans la composition d'une batterie. D'où l'enjeu du recyclage, mais aussi de la souveraineté, hein, aussi et surtout, j'allais dire, de la souveraineté européenne, en tout cas, sur... là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et donc, effectivement, hein, il y a des enjeux de dépendance. Et puis, donc, effectivement, ça consomme de la matière, que ce soit des métaux rares ou pas. Et donc, c'est pas renouvelable, ça. Tout n'est pas complètement renouvelable. Tout n'est pas complètement recyclable. Donc, c'est vrai, c'est un sujet important. Tout à fait. Merci. Je remercie nos trois intervenants de leurs interventions. On peut les applaudir. Ils ont été synthétiques et intéressants. Je vais demander à Laurent Perron de me rejoindre. Et si vous avez une dernière question pendant qu'il monte l'escalier, c'est le moment. Sinon, on va passer à ce que Laurent Perron a retenu de notre soirée. Alors, Laurent Perron représente le Shift Project. Bonsoir. Et voilà, pas d'autres questions ? C'est bien. Eh bien, Laurent, c'est à toi. Alors, c'est à moi que revient la lourde tâche d'essayer de faire la synthèse. Pas la synthèse que tu retiens. Oui. Alors, je ne vais pas la faire, la synthèse, justement. Je vais revenir juste un tout petit peu en arrière sur la raison pour laquelle on est là et pourquoi on parle d'électromobilité. Pierre en a parlé un peu tout à l'heure. Vu du Shift Project, il y a 2, voire 3 raisons pour lesquelles on parle d'électromobilité. La première, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, ça on en a parlé. Hein. La deuxième raison, vue du Shift, ceux qui connaissent la double contrainte carbone vont savoir de quoi je parle.
c'est quand même notre dépendance au pétrole et aux énergies fossiles, et surtout dans la mobilité du reste, puisque on se déplace, on roule, on vole et on navigue à plus de 90% au pétrole aujourd'hui. Ce qu'on prétend au Shift, c'est que les approvisionnements pétroliers de l'Europe et de la France pourront connaître des tensions assez fortes à partir de 2030 à peu près. Ce qui fait quand même une autre excellente raison de passer à l'électrification de la mobilité. La troisième raison que je vais ajouter, en lien avec la question précédente, c'est la disponibilité des matières. Et pour le coup, le cuivre peut faire partie des matières assez critiques, notamment dans la transition énergétique, parce qu'on va en avoir besoin dans tous les secteurs de la transition, dans la production électrique, dans la distribution et dans la mobilité. Juste un chiffre, hein. Une voiture électrique moyenne contient 4 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique classique. En gros, dans une Zoé, vous avez 80 kg de cuivre par voiture. Alors, c'est pas tellement un problème de réserve mondiale, c'est plutôt un problème de disponibilité du cuivre dans le marché. Est-ce qu'on va en avoir, est-ce qu'on va ouvrir, en gros, est-ce qu'on va ouvrir suffisamment de mines suffisamment rapidement pour pouvoir répondre à la demande croissante d'électrification, notamment de la mobilité? Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Oui, juste avant de parler d'électromobilité quand même, le secteur des transports a la particularité d'être le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France et en Europe, mais c'est aussi le seul secteur dont les émissions ne baissent pas historiquement depuis une cinquantaine d'années à peu près. Et elles ne baissent pas pour une raison assez importante, qui est que les kilomètres qu'on parcourt tous les ans continuent à augmenter. Dit autrement, on fait beaucoup d'efforts technologiques. Les voitures consomment beaucoup moins que ce qu'elles pouvaient consommer il y a quelques années. Pour autant, les émissions ne baissent pas parce qu'on les utilise plus. On utilise plus la voiture au détriment des autres modes de transport et on utilise plus l'avion, ce qui fait que les émissions au global ne baissent pas. Là où je veux en venir, c'est que si on veut respecter notre budget carbone, il va falloir, certes, qu'on passe à la mobilité électrique le plus rapidement possible, mais ça ne suffira pas à respecter notre budget carbone. Et ça ne suffira vraisemblablement pas à respecter nos affaires de bouclage matière que j'ai évoquées rapidement à l'instant. Tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on agisse sur tous les leviers de décarbonation des transports, et notamment sur les usages, c'est-à-dire maîtriser le nombre de kilomètres qu'on effectue tous les ans, effectuer dans la mesure du possible ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire utiliser d'autres modes de transport que la voiture, le vélo, les véhicules intermédiaires, les transports en commun là où c'est possible, et qu'il faut certainement aussi qu'on remplisse un peu plus les voitures, en tout cas plus que ce qu'on le fait aujourd'hui. Le taux d'occupation des voitures est assez faible. Une fois que j'ai dit ça, le leitmotiv, c'est l'électrification est absolument indispensable à la mobilité, mais ce ne sera pas suffisant. Donc il faut qu'on agisse sur les usages. Bref, si j'en viens au levier technologique de l'électrification, moi j'ai trouvé les interventions plutôt très rassurantes quand même. Dans le sens où, il m'a semblé en tout cas, que tous les acteurs qui étaient autour du micro étaient quand même plutôt en ordre de marche pour qu'on arrive à électrifier assez rapidement notre parc routier et pas que les voitures. Pierre l'a dit tout à l'heure, l'électrification est en cours, à une vitesse suffisante, pas suffisante, on verra. Et on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour les raisons climatiques et de sortie des énergies fossiles. L'autre raison qui a été évoquée, c'est parce que les constructeurs et toutes les parties prenantes du reste ont fait des investissements absolument colossaux
il sera très compliqué il sera impossible de revenir en arrière. La dernière raison, quand même, c'est que l'électrification ou l'électromobilité est quand même beaucoup plus efficace que les moteurs thermiques. Rendement d'un moteur électrique, c'est en gros 90%, pour faire court. Rendement maxi d'un moteur thermique, c'est 30 à 35%. Le reste part en fumée. Donc l'électrification est en cours, on ne reviendra pas en arrière, mais surtout il faut qu'on accélère. Le plafond, la stagnation des ventes de voitures en 2024, elle a plein de raisons, mais il faut absolument qu'à partir de 2025 et encore plus les années suivantes, on accélère pour pouvoir respecter notre trajectoire, la trajectoire française, européenne et mondiale. Alors pour accélérer, j'ai noté quelques points. Le premier, c'est qu'il faut qu'on arrive quand même collectivement à aligner notre discours, qu'on ait tous le même discours. Et qu'on évite de semer le doute chez les consommateurs, chez les acheteurs de voitures, chez je ne sais pas qui, en prétendant que ça pollue, l'électrique pollue plus que le thermique, qu'on ne sait pas recycler les batteries, que ceci, que cela, bref. Ou qu'on discute des réglementations qui ont été votées il y a plusieurs années au niveau européen. Tout ce discours un peu ambiant, au-delà du backlash écologique, à mon avis, sème le doute et ralentit l'électrification. Donc, alignons tous nos discours. Deux, concentrons nos efforts et le peu de moyens financiers qu'on a sur les filières stratégiques. Alors, je vais prendre un exemple qui peut piquer un tout petit peu. Arrêtons de dépenser des millions, voire des milliards d'euros dans l'hydrogène, dans la mobilité. Arrêtons. Ça ne marchera pas. La filière commence à s'en rendre compte, tout le monde commence à s'en rendre compte, et on a perdu plusieurs années et quelques milliards d'euros dans ce type de chimère. Donc concentrons-nous sur les filières stratégiques. J'en vois plusieurs. La production et la distribution électrique, ça c'est indispensable. La filière batterie. On a de la chance d'avoir pas mal de gigafactories en France. Il faut les soutenir, surtout dans un moment un peu difficile pour elles. Donc continuons à les soutenir et investissons, à notre avis, dans les chaînes de valeur industrielle, sur les matières. Je pense au raffinage, même pourquoi pas à l'extraction d'ailleurs, notamment du lithium où il y a quelques mines en France. Le raffinage, les batteries et les filières de recyclage. Et puis développement, surtout aussi en France et en Europe, mais pourquoi pas en France où on a quand même une histoire et un savoir-faire fort, des petits véhicules électriques légers, abordables, type, je sais pas quoi moi, Zoé par exemple, voire plus petits et plus légers. Donc ça c'est tout à fait possible, on a les moyens, et il faut juste inciter ou contraindre nos chers constructeurs. Bien. J'ai bouffé le temps. C'est fini. Eh bien c'est fini, merci à vous. Merci Laurent pour nous avoir accompagnés dans cette compréhension de cette transformation, de ce passage à l'électrique qui nous fascine et puis qui nous surprend. Si vous voulez continuer à discuter sur les mobilités douces, les mobilités électriques, on organise à Marseille le 23 mai les rencontres du vélo et des mobilités douces. C'est qu'un certain nombre d'entre vous seront là et qu'à chaque année, maintenant, ce sera la 4e année, c'est un rendez-vous professionnel de grande qualité, de grande convivialité aussi, avec des innovations que l'on vous présentera. Donc ça a lieu à la Coque, c'est gratuit, il faut s'inscrire sur Gomet. Et donc rendez-vous pour ceux qui le veulent le 23 mai, c'est très bientôt. Et merci à vous pour votre attention, merci à ceux qui nous suivent en ligne, merci à ceux qui ont assuré la technique. À tous, merci. Et pour continuer à poser vos questions si vous le souhaitez, une petite collation est prévue juste en dehors de l'amphithéâtre où on peut s'y retrouver.